moment où je commence LinkedIn, t'as tous les codes de ce réseau social qui a explosé, t'étais là quand ça a explosé. Le truc, personne ne le connaît, fonce et applique les mêmes codes. Et les codes, c'était un post par jour, tous les jours, comme le calendrier de publication. Mais l'espace social que LinkedIn a créé pour le monde professionnel, ça ne l'était pas quand j'ai commencé. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps d'ailleurs à ce que ce soit aujourd'hui quelque chose où on rencontre du monde. Au début, on se voyait pas sur LinkedIn. Ton but, c'était soit de leur vendre, soit de leur acheter quelque chose. Tous les créateurs te disent 60 000 abonnés sur LinkedIn. C'est pas 60 000 sur les autres réseaux sociaux. C'est infiniment plus. Et même dans LinkedIn, tous les abonnés ne se valent pas. Si tu veux réussir sur LinkedIn, à contrario d'Instagram, il faut que tu fasses gagner du temps à ton prospect. Alors que sur Instagram, sur la totalité des personnes, ils sont venus là perdre du temps. Hello Ruben. Hello. Alors, tu vas commencer par ce super exercice de te présenter parce que je suis sûre que mon audience ne te connaît pas, sauf s'ils traînent sur LinkedIn. Ouais. On va parler de LinkedIn aujourd'hui, on va parler d'influence, on va parler de se construire un réseau, on va parler de comment on utilise ce levier, ce réseau social pour gagner plus d'argent, pour dans tous les sens. Parce que tu vois, j'ai écouté des interviews de toi pour préparer cet entretien et puis tu parles principalement aux entrepreneurs et on va parler à tout le monde aujourd'hui. Parce qu'en vrai, c'est quand même un réseau aussi pour les salariés et c'est un outil de dingue pour les salariés. Il y a des trucs à faire hyper sympas. Donc voilà, on va élargir un petit peu aujourd'hui, tu vois. Allez. Comme ça, en plus, voilà, tout le monde va s'intéresser à ce qu'on a à dire, j'espère. Est-ce que tu peux te présenter ? Déjà, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de faire des podcasts, franchement. Ouais, tu c'est sors, tu vois. Et en plus, c'est le moment où tu as un vrai échange long. Tu peux vraiment parler, tu peux vraiment te poser. Tu as le temps de réfléchir. Tu as mis ton téléphone en mode avion, c'est trop bien. Écoute, pour me présenter, j'ai vécu entre Paris, Toulouse et Newcastle. J'ai eu une enfance honnêtement très difficile avec une mère très violente. Je me suis barré de chez moi à 15 ans pour aller vivre chez mon père avec mes frères et sœurs. Ensuite, j'ai fait mon lycée classique. J'ai arrêté les études. J'ai vu les vidéos d'Oussama Ammar. J'ai lancé un premier business. Il n'y avait pas de vidéo sur le juridique. Je me suis tapé une partie juridique dans la tête. J'ai tout perdu. Je suis allé chez The Family, qui était à l'époque la structure, l'endroit où vraiment la Startup Nation était en train de naître, avec énormément de gens, beaucoup d'infusions de connaissances, de réseaux, de gens. Enfin, c'était passionnant, quoi. On sentait qu'on était là où on devait être au bon moment, tu vois. Donc, c'était le bon moment, le bon endroit au bon moment. Et ça, cette sensation, tu la ressens très peu après. C'est hyper important parce que c'est là où je me suis fait principalement mon réseau. Je faisais rien, je pliais les chaises, je vidais les poubelles, tu vois, j'étais the femme de ménage, mais on en reparlera, je pense. C'est intéressant comme expérience. Je passais beaucoup de temps et du coup, je me suis créé un réseau à ce moment-là. À la suite de quoi, j'ai démarré un premier taf, j'ai fait 3 mois, j'ai fait un burn-out. Pendant 7 mois, j'ai joué à World of Warcraft, je suis arrivé Top Europe et je me suis dit, soit je reste en quel but à boire des Red Bull de 17h à 6h du mat tous les jours, soit je me sors, je vais retrouver un travail, ce que j'ai fait. Le 19 février 2019, je démarre un nouveau taf et je commence LinkedIn par la même occasion. Et depuis 5 ans, j'ai pas lâché LinkedIn en faisant un peu tout ce qu'il y a à faire. Je fais du coaching one-one, j'ai dû coacher, je sais pas, 2000, 3000 personnes sur toutes ces années. J'ai fait de la formation en entreprise. J'ai formé plus de 100 boîtes, plus de 1000 personnes dans ces entreprises. J'ai donné à utiliser LinkedIn, à exploiter LinkedIn, toujours d'ailleurs. Ça, c'est important. Ça a toujours été mon canal. J'ai pas d'autres réseaux sociaux. Je fais que LinkedIn. J'ai pivoté ensuite d'agence de communication. J'ai accompagné Back Market, Century 21, Aircall, des boîtes internationales cotées en bourse, etc. En agence de prospection, où là, j'ai envoyé plus d'1,5 million d'invitations sur LinkedIn en moins de 2 ans. On était 17 dans l'équipe au total. Et puis ensuite, j'ai fait du ghostwriting. J'ai écrit plus de 2000 posts pour des dirigeants. Et puis ensuite, j'ai fait de l'influence. J'ai fait plus d'une vingtaine de campagnes d'influence sur toute l'année dernière, donc 2023. Et là, depuis 2024, je me recentre sur un accompagnement assez long d'entrepreneurs pour les rendre légendaires sur LinkedIn.
par légendaire, j'entends créer vraiment leur légende, c'est-à-dire leur profil, créer un asset, créer un actif qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Donc les transformer un peu en créateurs de contenu sur un sujet. Et je m'adresse en effet beaucoup aux entrepreneurs parce qu'en fait, on va pouvoir en parler, mais c'est qu'ils ont les mains libres pour faire et tester plein de choses sur LinkedIn. Intéressant. C'est-à-dire que, ok, on va reparler. C'est pas le. C'est marrant parce que je te demande de te présenter et tu fais comme moi. Je suis pas sûre que ce soit la. Je parle de taf. Non, c'est tu fais le résumé de ta vie. Moi, quand on me Ouais. demande de présenter, c'est vrai que j'ai tendance à prendre le truc par l'aspect chronologique. Je suis pas sûre que ce soit la manière la plus percutante de me présenter, Ok. mais je me suis dit, il fait comme moi. Ouais, voilà, il va falloir que je fasse vraiment un truc, tu vois. Je sais Tu pas sais pourquoi Vas-y. Je suis drivé aujourd'hui par un seul truc, c'est atteindre mon objectif. Et tout ce que je fais là au quotidien, des podcasts ou des interventions, etc., c'est vraiment dans une logique. Est-ce que ça va me servir à faire du cash? Ouais. C'est une position assez particulière parce qu'on peut penser que c'est un truc de requin. Tu vois, très vite, tu tombes en fait dans le côté, ok, le mec, il a juste son... Et en fait, ça fait 5 ans. Et franchement, en 5 ans sur LinkedIn, mais j'ai kiffé ma vie. C'est génial. Et je suis très comme ça. J'ai vécu une enfance de merde. Et j'ai toujours cherché le kiff plutôt que vraiment l'oseille ou le taf ou le statut, tu vois. Et je me connaissais pas beaucoup avant. Donc, en fait, je rajoutais beaucoup. Et j'avais pas fait beaucoup de choses. Donc, je rajoutais beaucoup de choses sur moi, ma personnalité, etc. Aujourd'hui, je sais que mon objectif, c'est de faire du cash, donc je vais donner des éléments qui permettent de réassurer la personne. Alors, en vrai, la personne qui va m'écouter, peut-être qu'elle est convaincue de mes compétences, mais c'est pas ça qui l'intéresse. C'est peut-être de travailler avec des gens qu'elle admire, entre guillemets, ou qui ont les mêmes valeurs, tu vois. Je me suis révélé hyper conservateur, moi, en fait. La famille, c'est la chose la plus importante au monde, tu vois. Partir à Dubaï... pour avoir moins d'impôts ou pour kiffer juste un autre pays, c'est pas du tout dans ma logique. Je veux rester proche de mes potes, proche de ma famille. J'adore sortir. J'ai des valeurs hyper fortes, mais de vie qui sont l'accessibilité. T'as vu, tu m'as envoyé un message directement, je t'ai répondu. J'aurais pu dire, bah non, si je lance un podcast, j'aurais plus de visibilité. Il y a plein de choses que je fais comme ça. Et ce que tu dis, c'est que dire là d'où tu viens, parler de là d'où tu viens, c'est important pour toi, tu vois, que les gens ils aient ce contexte-là? Je pense que raconter tout vient... Non, je dis, en gros, là, je me présente sur un côté très LinkedIn factuel. Tu vois. J'ai pas dit à un moment donné, quand je faisais ma présentation, que j'adore les gens, je suis hyper souriant, j'adore rigoler, tu peux me taquiner, tu peux me parler de tous les sujets, j'adore apprendre. Franchement, j'adore l'accessibilité, tu vois, j'adore vraiment parler avec un maximum de personnes. J'essaye d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. Je suis hyper bienveillant, j'essaye de jamais juger la personne, même si j'ai des a priori et que je capte aujourd'hui en rencontrant tellement de monde. Quand je faisais le compte, j'ai rencontré, je sais pas, 5000 personnes sur les 5 dernières années, tu vois, en faisant énormément d'événements, de conférences, je parlais à beaucoup de gens. Est-ce que c'est des rencontres quali? Je suis pas sûr. Je me souviens pas de la plupart des gens. Mais aujourd'hui, je me présente vraiment sur le côté professionnel parce que j'ai cet objectif de me dire, ok, ce contenu-là, qui va être produit à la suite de ce podcast, il va me servir dans un cadre plus ou moyen ou long terme sur le sujet professionnel. Tu vois. Ouais. Et donc, j'écrase un petit peu le côté plus perso, donc le moi, tu vois, au profit du je et vous, c'est-à-dire ma mission de professionnel. Et voilà, la vérité, je parle des milliers d'entreprises, etc. Je travaille de 10h à 17h. J'aime pas bosser. J'aime pas avoir des tu vois, j'ai changé 10 fois d'activité avec de la formation, de l'agence, etc. Parce que j'aime pas avoir des devoirs, tu vois. La vérité, elle est là. Et puis, ouais, je kiffe. En fait. Je veux juste kiffer, tu vois, et continuer à kiffer. Ça m'intéresse pas d'être... en tout cas, c'est pas l'objectif d'être millionnaire, voire d'être milliardaire. Même si c'est très facile de décoder les codes de ceux qui l'ont fait et de voir à peu près quel chemin prendre pour apprendre à y arriver. Ouais. Tu n'y arriveras sûrement pas, il y a un gros facteur chance. Mais ouais, aujourd'hui, ce qui me drive le plus, c'est est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ou est-ce que j'ai pas envie de faire ça, tu vois? Et si on revient sur ton parcours, bon alors visiblement la vie t'a pas épargné.
Et puis, disons que ça n'a pas forcément hyper bien commencé pour toi. Alors, tu dis que le contexte familial était compliqué, mais voilà, tu fais des petits jobs chez The Family. Alors, il y a le nom The Family, mais en vrai, comme tu dis, tu plies les chaises, tu remets les chaises, tu ramasses les verres que les gens ont laissés. Passe le micro. Tu passes le micro, etc. Donc, en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas le grand soir, quoi. C'est pas. Non. Et il y a ce job, 3 mois pour faire un burn-out, c'est un temps record. Tu t'es épuisé tout de suite. Et puis, tu passes 7 mois, ouais, ou une petite année de ta vie à faire, à geeker sur les jeux vidéo, etc. C'est quoi le déclic? Parce que tu dis, je commence LinkedIn au moment où je commence ce nouveau taf. Du coup, tu vas y rester 6 mois, si ma mémoire est bonne, Ouais, dans ouais. dans ce nouveau taf, le dernier taf que tu as fait en tant que Ouais. salarié. C'est quoi pourquoi ce jour-là, tu te dis, je crée mon profil LinkedIn? Et qu'est-ce qui a lancé la machine au final? Parce que encore une fois, tu aurais pu aller de job en job, un peu la loose, tu vois. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? C'est hyper intéressant. Le sujet qui se pose au moment où je crée mon profil LinkedIn, c'est un simple message de Benjamin Huot, mon directeur commercial à ce moment-là. Concrètement, c'est mon directeur commercial. Enfin, on était deux à faire du commercial, hein, mais c'est mon directeur commercial. Et on se dit une chose, c'est qu'on va commencer à vendre du service. Je n'avais jamais vendu quoi que ce soit en termes de service, tu vois, à ce point-là. Enfin, et il faut que tu apprennes la stratégie référencement naturel. Et voilà. Parce que tu étais dans une Agence de référencement naturel. agence de référencement naturel, ok. Donc tu devais aller chercher des clients pour leur vendre des prestations de référencement naturel. C'est ça. Ok. Et donc, mon rôle principal, c'était d'attendre qu'il y ait des clients qui nous remplissent un formulaire de demande pour travailler avec nous, parce qu'il y avait tout un travail en amont pour que l'agence soit suffisamment connue sur les bons canaux, sur les bonnes plateformes, etc. Et moi, en attendant les mails, j'étais pas amené à faire de la prospection. C'était un travail vraiment où tu devais convertir de ce qu'on appelle de l'inbound, donc de l'entrée Des leads entrants, des prospects entrants. Ouais. Et c'est incroyable. Mais en vrai, t'as fait tes 3 appels dans la journée. T'as recueilli les besoins de ces appels et t'as fait tes présentations. Bah, t'as énormément de temps. Et ce temps-là, je l'ai dédié à ce moment-là à créer du contenu sur LinkedIn. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'aurais pu jouer à WoW. Ouais, grave. Non, le PC, il était pas fou en vrai. Non, j'ai fait ça parce que il y a eu deux choses. Quand j'étais chez The Family, il y avait un programme qui s'appelle Lion. Ouais. John Lion, c'est un programme qui est parti de la problématique que les startups dans lesquelles The Family investissait et était mentor avaient un besoin de recrutement énorme de salariés. Le problème, c'est que tu vas travailler en startup, il faut avoir une certaine philosophie. Ouais. Tu vas toucher à tout, faut pas être dans le cadre je veux juste un salaire, partir à 17h, etc. Il faut être prêt à s'investir énormément. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que pendant les programmes Join Lion où je faisais les missions suivantes, donc plier les chaises, vider les poubelles et ranger les verres, bon, t'écoutais un peu aussi. J'écoutais, je prenais des notes. En vrai, c'était j'ai pris énormément de valeur sur tous les talks. Quand tu sers à manger à des patrons d'énormes startups au monde, c'est fou. Mais digression finie, il y a une nana qui écrivait des petits posts en format article sur LinkedIn. Et elle partageait ça, je crois, sur Facebook ou sur Insta, en disant j'ai écrit un nouveau micro-article. Et à ce moment-là, il y avait Medium, tu vois. Et il y avait soit Medium, soit LinkedIn. Mais LinkedIn, il n'y avait personne dessus. Enfin, vraiment, je connaissais. C'était la seule créatrice de contenu dessus. Et je me dis, ce qu'elle fait, putain, il y a un signal un peu faible qui dit, attention, il y a un média là. Il y a quelque chose, il y a une écoute, il y a des gens. Et quand je regardais ses contenus, mais ils étaient vus beaucoup plus que quelqu'un qui venait de commencer sur Medium. Et Medium, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, tout le monde était sur Medium. Mais tout le monde écrivait des blogs. T'avais Facebook et Medium. C'était une plateforme pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une plateforme de blogging. 100%. Voilà. Créée par Twitter. Je sais que dans la tech, on parlait que de ça. Je suis pas sûre que ça ait dépassé le monde de la tech. Pas sûre que ce soit passé du côté du grand public. Non. Et je sais même pas ce que c'est devenu, pour être tout à fait honnête. Bonne question.
On ne saura pas. Si vous savez, dites-le en Mais commentaire. ceux qui ont parié sur ça, ils sont pris un mur. Je commence à écrire quelques blogs médiums, je vois que ça me plaît pas, et donc je me dis, bon, j'arrête. Au moment où je crée mon compte, au moment où il me dit, bah voilà, on va commencer à vendre et tout, je me dis, mais attends, moi j'ai joué à WoW. J'étais tellement fort, parce que je passais énormément de temps, il n'y avait pas de secret, hein, je passais 15 heures par jour, enfin, au bout d'un moment, si t'es pas fort, c'est que tu t'entraînes pas assez. Et je jouais vraiment pour l'objectif de devenir meilleur jour après jour. Sauf que en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient mes conseils, et donc j'ai commencé à ouvrir une chaîne Twitch, qui est une Ok. plateforme de streaming vidéo où tu as beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Pas que, mais c'est du streaming vidéo, c'est les C'est ce leaders qui a lancé Twitch. C'est vraiment ce qui a fait décoller Twitch. C'est le monde du gaming. Hein. à 100%. 100%. Et puis ce qui a, la phase 2019, c'est la phase 2018, c'est la phase d'explosion atomique de Twitch, parce qu'Amazon l'a racheté et a offert des abonnements gratuits, qui a commencé à créer du revenu auprès des mecs comme moi. Et donc en fait, on gagnait de l'argent, et on pouvait gagner jusqu'à beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois. Euh, C'est-à-dire. Par exemple, un type qui travaille en usine, qui est ouvrier, solo, qui s'est acheté une belle voiture, un bel appartement, et qui gagne 2000 euros par mois. Quand il travaille sur la chaîne d'assemblage, il met son téléphone, il a bien aimé ce que je faisais, et au bout d'une semaine, je sais pas, il m'a filé 1000 euros, tu vois, à 3 heures du mat. J'ai rien Donc, compris à ce que tu viens de dire. ok. À quel moment t'as décroché? Quel est le rapport avec le type En sur fait, sa t'avais chaîne des gens qui te d'assemblage? regardent. T'as des gens qui te regardent qui sont pas du tout, si tu veux, Tu qui veux dire ont que le type sur son lieu de travail, il t'avait toi en en streaming. streaming, ok, Exactement. pour t'écouter parler de jeux vidéo. Exactement. Et donc, du coup, lui, ce qu'il aime faire, c'est travailler et à côté jouer. C'était sa vie. Ok. Et en fait, des types comme ça, t'en as par milliers. Et comment T'as tu des gagnais de milliers l'argent, de toi? personnes. Bah eux, ils te donnent de l'argent. Et ça, c'est le premier Mais source genre, en mode d'acquisition. C'est des don, dons. en mode C'est des Patreon? dons PayPal. Ok, C'est des dons d'accord. PayPal, c'est des donations, tu vois. Ils te font un lien PayPal, boum, ils te donnent 1000 euros. Et donc, déjà, tu faisais quand même un peu de cash sur ça. Et le deuxième, c'était les abonnements. C'est-à-dire que quand la personne, elle aimait bien ce que tu faisais, Ouais. comme il y avait Amazon qui donnait un abonnement gratuit, il pouvait s'abonner à toi et ça te filait, je sais pas, 3,50 € par mois. Tu vois. Mais comme c'était du volume, tu faisais qu'il y ait 1000 personnes qui s'abonnent à toi, tu faisais tes 3000 balles. Moi, je jouais avec des personnes, ils gagnaient 15 000 euros par mois, tu vois. Et le seul sujet de pourquoi j'ai pas continué ça, en réalité, c'est parce que j'ai pas envie de passer 15 heures par jour en calbut avec mon Red Bull derrière mon écran. C'était pas mon kiff. Mais toi, t'as gagné quoi? Plusieurs milliers d'euros? Ouais, Plusieurs centaines d'euros? Plusieurs milliers d'euros non, par plusieurs mois? milliers d'euros. Et c'est très fluctuant. Ouais. Mais ouais, plusieurs milliers d'euros. Puis après, t'as des cash prize, puis après, t'as des vrais sujets de revenus sur les jeux vidéo. Je jouais pas au bon jeu. Je pense que si j'avais joué à un League of Legends, Mhm. à un Fortnite, à ce type de jeu où là, les cash prize, c'est-à-dire que les prix sur le fait de gagner une compétition pouvaient atteindre plusieurs centaines de milliers, millions d'euros, là, ouais, tu fais beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il faut que tu sois très bon, il faut que tu dédies ta vie à ça. Et derrière, ta seule opportunité, c'est de créer du contenu pour venir un peu asseoir tes revenus au quotidien sur cette Donc tu activité. dis, j'avais pas envie de passer ma journée en calbut, mais dans l'absolu, j'imagine que tous les gens qui font du gaming, tu vois, c'est peut-être probablement un peu caricatural de dire Ouais. qu'ils passent 15 heures dans leur chambre, dans le noir, à jouer à un jeu ou... Bah, en fait, au bout Non? d'un moment, il faut bien que tu. Bah, en tout cas, au début, il faut que tu construises une audience. Ok. Donc, il faut que tu passes beaucoup de temps. Donc, tu Donc passes toi, 15 tu heures t'es à dit, en fait, poil. c'est le moyen, quoi. De toute façon, si je dois faire quelque chose et gagner beaucoup d'argent, je vais devoir travailler. Ouais, Mais c'est pas ce type de travail que j'ai envie de faire. C'est ça que tu ouais, dis. exactement. Donc ça, ok. Alors, je reprends sur Twitch. En gros, là, tu as le paysage Twitch Ouais. de ce que j'avais en tête. Au moment où je commence LinkedIn, j'ai ce truc de Twitch là, tout ce que je viens de t'expliquer, qui se résume en une petite voix et qui me dit frérot, t'as tous les codes de ce réseau social qui a explosé et t'étais là quand ça a explosé. Le truc, personne ne le connaît. Fonce et applique les mêmes codes. Et les codes, c'était un post par jour, tous les jours, comme le calendrier de publication. Et en fait, par la théorie des effets composés, je crois, Ouais. comme ça, petite action à part petite action, ça va te mener à quelque chose de gros. Et j'ai commencé à publier, juste à publier tous les jours en disant. Alors, qu'est-ce que tu publiais au début? Bah, déjà, j'avais changé mon titre et je mettais je publie tous les jours à 10 heures. Ok. Donc, en faisant ça, je me mettais une publication par jour. La première publication, je sais pas si elle est encore, je crois à un moment j'avais tout nettoyé, mais je crois qu'on peut la retrouver. C'était bonne semaine.
bonne semaine tout le monde avec un petit gif. tu vois. Kikoulol. Exactement. Mais un réseau social où t'as que du contenu professionnel, cher réseau, conseil de recrutement, conseil un peu bateau de le manager ne doit pas être toxique. Si tu as un manager toxique qui ton travail, 15 000. Et donc il y avait ça. Le mardi, tu vois, je me disais, bah attends, je commence à avoir un peu de likes sur le premier post. On va faire un truc, c'est l'instant pub. Donc les gens viennent en commentaire et parlent de leur entreprise. Comme ça, toi, Ok. tu viens, tu déroules les commentaires, tu regardes ce qui est intéressant, ça te fait des vues, ça te fait probablement. Donc ça fait encore de l'interaction. Je prends les levées de fonds de Madines, j'en fais un document, je le poste. Un autre média qui a. Je sais pas ce qu'ils font maintenant, Madines. Ils existent encore. Ouais, ils ont pas mal de trucs, mais Désolée c'est vrai si que ça je les suis existe pas. encore, Madines. Non, mais Madines qui a un Faut pas très vous focus offenser, tech, mais c'est vrai que moi, je le regarde pas. Ils ont lancé quand même Madi Keynote, il y a un gros événement Madines au Carreau du Temple. Ils ont fait quoi C'est une autre vie d'autre? pour moi. C'est quand j'étais dans la tech, quand j'étais en start-up, c'est une autre vie pour moi. Ça. Ça fait 6 ans que je suis Tu sortie. sais que je de ça. réfléchis beaucoup à ce que je vais faire après. Je veux dire, au bout d'un moment, tu sors de ça, tu vois. Enfin, t'es. Vraie réflexion. T'es sorti en quelle année de la tech? Il y a 6 ans, je te dis, donc à 30 piges. Et moi, j'ai vécu ce que tu dis, les Lions, les The Family, etc. Et après, ouais, j'ai complètement. Je suis passée à autre chose. À tel point que quand j'ai reçu Oussama Ammar, donc l'un des cofondateurs de The Family, je l'ai interviewé en juin et ça a été diffusé en septembre. Ok. À tel point que quand je l'ai reçu, il y avait eu le documentaire sur lui, audio, etc. Et moi, j'avais pas suivi, en fait. Je savais même pas ce qui s'était savais pas. passé, tu vois. Je sais, il est à Dubaï, il fait ça. Il s'est passé ça avec The Family, tu vois. C'est parti sur une autre planète, quoi. C'est quelle planète aujourd'hui? C'est quoi ton quotidien, genre? Bah écoute, ma planète, c'est l'infoprenariat et c'est dingue. Je le constate tous les jours comme les mondes sont cloisonnés. Et il y a 10 jours, je suis allée à Dubaï et j'ai fait quelques interviews de podcast et j'ai vlogué en gros sur mon Insta, tu vois. Et ça, je ne l'ai pas partagé d'ailleurs à ma communauté, mais je suis effarée à quel point. Alors, c'est hyper simple de rencontrer des gens, mais 2, les mondes sont hyper cloisonnés. C'est-à-dire que on dit Dubaï, les influenceurs, ok. Les influenceurs ne côtoient pas les gens du monde des affaires classiques, qui eux-mêmes ne côtoient pas les infopreneurs, qui eux-mêmes ne côtoient pas les salariés expatriés de grands groupes français, tu vois. Et en fait, il y a la francophonie à Dubaï qui est représentée comme plein d'autres nationalités, Ouais. mais c'est hyper cloisonné. Ouais. Et tu retrouves ces mêmes cloisonnements ici et tu les retrouves sur LinkedIn pour moi. 100%. Les influenceurs, créateurs de contenu sont pas les mêmes, tu vois. Encore d'autres cases, tu vois. Les youtubeurs, créateurs de contenu et les infopreneurs, c'est 2 Ouais. mondes. Enfin, Je saurais pas expliquer très bien ce que je vais dire, mais je m'apprête à dire quelque chose que j'ai compris il y a pas très longtemps, que j'ai entendu dans une interview et je ne sais plus laquelle. Et je me la suis fait expliquer par un client qui fait de l'anthropologie sur l'étude des tribus. Hyper intéressant. En plus, il te raconte, tu vois, la base. Genre, l'homme tel qu'on le connaît, qui s'est constitué en homme nomade, puis en homme qui a commencé à faire des familles, ces familles-là ont commencé à s'allier, ça fait des clans, ces clans ont commencé à s'allier, ça fait des nations, ces nations ont commencé à s'allier. Enfin, tu vois, il t'explique petit à petit, et moi, il m'a dit un truc, il me montre un graphe d'export de data Threads et Twitter, où il est capable de faire en fait des énormes cercles en fonction de beaucoup de mots-clés et de déterminer en fait ces cloisonnements d'où ils viennent. Et en fait, il m'a dit une phrase, et ça, je te jure, c'est un délire. Il m'a dit, si tu veux avoir la plus grande influence possible dans ta niche, donc ton sujet, ton espace, qui sont systématiquement des espaces confinés parce que tu t'adresses à une même cible, tu as toujours les mêmes personnes, il faut que tu aies le plus grand réseau possible dans une autre cloison. En fait, si t'es le mec qui connaît le plus de sportifs possible sur LinkedIn, bah en fait, t'es connecté à ces 2 mondes. Et donc, en fait, t'es la passerelle entre les mises en relation des entrepreneurs qui veulent connecter avec les sportifs et les sportifs qui veulent connecter avec les entrepreneurs. Ce que tu dis, c'est que t'es le roi du monde quand t'es capable de connecter 2 univers entre eux. Et alors, si t'arrives à être influent dans les 2 univers, c'est dément. Et alors, si t'arrives à toucher plein d'univers différents, là, c'est dément. Mais tu vois, j'ai eu cette conversation un peu avec Mohamed Bouclé que j'ai reçu sur le podcast.
Et il me disait, mais moi, au final, son business est un business d'infoprenariat. Ouais. Donc, il vend des produits de formation, principalement. Et il me disait, mais moi, j'essaye de tout faire pour ne pas rester dans ce cercle, justement, concentrique, et ne pas être perçu que comme quelqu'un qui vend des formations, même si tout son modèle économique est basé là-dessus. Et donc, tu vois, le livre, le fait qu'il a booké l'Olympia pour faire, tu vois, un énorme mélange des genres, où il va faire une conférence dans un lieu de divertissement, spectacle, là où on se dirait quoi, il va faire du one-man show, etc. Et en fait, il pense ces choses-là, tu vois, c'est à la fois qui il est, donc c'est très spontané, c'est très naïf, mais c'est aussi très stratégique de sa part pour ne pas rester dans le même cercle, qui lui permet de connecter beaucoup plus facilement avec d'autres cercles. Et moi, quand je suis allée à Dubaï et que j'ai voulu interviewer d'autres gens, des gens dans l'infoprenariat, effectivement, en fait, tout mon réseau à moi m'a recommandé des gens dans l'infoprenariat à Dubaï. Je veux des influenceurs. Ah ouais, mais ouais, c'est une bonne idée, Delphine. Bah alors nous, on les connaît pas, mais c'est une super idée, vraiment. Et en fait, c'était tout le temps comme ça. Et voilà, donc c'est un de mes gros travaux, effectivement, c'est de sortir de ça, d'être identifiée comme une entrepreneur qui est partisane, transclan, mais c'est pas si simple que ça. Mais alors, comment tu fais? Imaginons, t'arrives à... Tu vois, j'ai connecté avec moi, je sais pas, un membre du monde du spectacle un peu, Julien Lepers. Bon, lui, il est un peu vieux, hein, mais bon, j'ai connecté avec Gaël, mon fils. Voilà. Tony Parker, d'ailleurs, et Teddy Riner, qui sont d'ailleurs, paradoxalement, 3 niches différentes. Parce que t'as le monde du judo, t'as le monde du tennis, tu vois. C'est qui le sportif que j'ai cité? Et Tony Parker, qui d'ailleurs, Tony Parker est le monde du basket. Alors, c'est une légende, mais il est plus connecté autant que. Il n'est pas aussi connecté qu'Axel Toupane, tu vois, qui vient d'être champion NBA, etc. Il connaît bien évidemment tout le monde, etc. Mais il a trop de marche au-dessus par rapport à l'ensemble, la myriade. Par contre, il y a des types qui sont très connectés, comme une personne que j'adore qui s'appelle Simon Lenoir, qui lui est le directeur de hospitalité du Paris Basketball, qui s'installe dans la nouvelle arène Adidas Arena, et dans lequel on va faire une soirée avec plein d'entrepreneurs et d'indépendants. Et il y a aussi des salariés qui veulent le devenir et qui viennent, tu vois, dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, il a commencé à me dire, ok, ça intéresserait vachement les joueurs qui jouent dans les top clubs, tu vois, de basket, de venir rencontrer ces personnes-là, parce que c'est pas le même monde, en fait. Tu vois, t'as pas les mêmes mots, tu parles pas de la même chose. C'est vraiment tout le sujet des différents univers. Ma question, c'est, si là, demain, tu connectes, par exemple, je te fais connecter avec un autre monde, comment est-ce que tu vois, comment tu gères les deux? Parce que tu n'as pas un temps infini. Donc, est-ce que tu restes dans ton sujet? Ça, c'est le pari que j'ai fait. Ou est-ce que tu transites un peu entre les deux, quitte à perdre l'influence que tu as dans l'un au profit de grandir un peu dans l'autre univers? Je t'explique ça de manière très concrète. Demain, tu fais énormément de conférences sur quel sujet? Prends-moi un sujet, donne-moi un sujet. Moi, les finances personnelles. Finances personnelles. Tu deviens une top... Patrimonia t'appelle systématiquement tous les ans, tu vois ce que c'est? Le salon dédié à l'investissement. Okay. Bon, voilà. Et te dit, on te veut comme speakeuse principale. Ok. T'es ça demain. Tu passes dans le sport. Personne ne te connaît. Tu vas devoir déployer une énergie démentielle pour être connu, à savoir parler à beaucoup de gens, passer du temps à échanger, aller à tous les événements, créer du contenu qui vont être poussés chez eux, travailler avec des gens du secteur pour te créer. Tu vois, ça prend du temps, tout ça. Ça prend des années. Sauf que si tu le mets là, ton temps, bah forcément, t'es pas assis jusqu'à l'infini dans ton univers. C'est pas parce que... En fait, ça dépend c'est quoi ton objectif, tu vois. Si tu penses que tu peux faire de l'acquisition dans le nouveau cercle et que t'es capé dans le tien, ou que... En fait, ça peut être un enjeu de prendre, tu vois... Ton objectif, c'est d'être le plus influent possible. Bah, de toute façon, tu vas être obligé de faire ce travail et tu vas être obligé de le faire un certain nombre de fois. Et en fait, je pense que quand tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, tu deviens un connecteur et c'est un peu plus facile d'aller naviguer dans d'autres univers.
Mais tu peux être tu vois, enfin, tu peux prendre 2 personnes de premier rang dans leur discipline, tu vois, chanteurs et sportifs. Ils vont être contents de se voir à un event, mais effectivement, la pénétration dans le monde de l'autre, elle va pas se faire instantanément parce que c'est une histoire de relation, c'est une histoire de personnes. Et C'est ce que Tony Parker et Blaise Matuidi, qui a tenté de faire, mais qui font dans l'univers entrepreneurial. du business. Ils L'un le avec sont plus déjà de, depuis longtemps, de etc. succès de l'autre, on verra. Ouais, après Blaise, enfin Tipeee, tu penses que Tipeee a plus de succès que Blaise ou l'inverse? Je pense que Tipeee est plus crédible dans l'exercice Ouais. d'investisseur télé. C'est tout pas cas. les mêmes. Enfin, Blaise, c'est cool, tu vois, mais déjà, enfin, il a été MVP, Tony, il a gagné 4 NBA. Enfin, c'est une légende sans discussion. Sauf que Wemby, aujourd'hui, c'est la personne qui vend le plus de papier dans le monde du sport par rapport à Tony. Ce qui fait que le fait qu'il ait transité dans ce monde professionnel, qui vient aussi avec sa carrière, etc., fait baisser un petit peu son influence sur le côté Tu sportif parles de Blaise Matuidi ? de Tony. Ouais. VS un Wemby. Wemby qui appelle aujourd'hui n'importe qui. Enfin, c'est beaucoup plus OMB. ouvert. Wemby, Wembanyama, c'est le joueur qui a été drafté en premier. T'as compris ce que je viens de dire ou pas du tout? Pas du tout. Ok, en gros, chaque année, aux États-Unis, tu sais, c'est des ligues fermées, c'est des franchises. C'est-à-dire que t'achètes. C'est pas du tout un truc géré par la Fédération française. Et en fait, là-bas, tu sélectionnes tes joueurs. Mhm. Ok. Donc, en fait, le draft, c'est la première personne qui va être. Enfin, c'est la liste des personnes qui vont être sélectionnées par les clubs. Et en fonction des points que tu as eu sur le dernier championnat, le club, je crois que c'est le moins de points, donc le dernier club de la saison, a choisi en premier son joueur. C'est un peu le mercato, tu vois, c'est le moment où tu changes les joueurs, t'échanges les joueurs. Le premier qui est pris par donc, le club qui a été le plus nul, sachant que c'est pas forcément le plus nul des clubs, parce que ça se trouve, ils ont baissé leurs points pour pouvoir aller chercher le meilleur joueur. Bah, ce mec-là qui a été pris en premier, c'est le meilleur joueur au monde à un instant T. C'est le meilleur. Y a pas, c'est-à-dire celui qui a le plus de potentiel. Ok, donc en d'être NBA, choisi. le dernier de la ligue, il a le droit de choisir le meilleur joueur de En la premier, NBA. il choisit le meilleur. Et le joueur, il a pas son mot à dire. Si, il choisit. Bon, les salaires qu'il propose à ce mec-là, Ok. tu vois, et puis même l'opportunité, etc. Et puis, Bon, on sait là où tu veux en venir, Ruben, parce que là, on est totalement... toi fait, et moi, on est en train de digressionner. on va arriver sur je me pas. En vrai, je me Non, pas. là, on est totalement... Non, je disais juste que c'est comment demain tu veux te construire une influence, tu vois, dans un cercle, sachant que tout est cloisonné. C'est ça qui était intéressant. Et une fois que tu as créé cette influence dans ce cercle, c'est comment est-ce que demain tu changes de vie, tu vois, pour aller dans quelque chose d'autre. Et tu vois, je pense que si là, tout de suite, quelqu'un nous écoute, il se dit, ok, c'est cool leur vie, mais moi, demain, j'ai envie de faire ça, je fais quoi, tu vois? C'est-à-dire quoi? Je vais à Dubaï et je vais rencontrer du monde, ou je me dis sur LinkedIn et je commence à publier du contenu, tu vois. Et je voulais avoir justement ton retour par rapport à ça. C'est comment est-ce que toi, qui es passé de la startup tech à l'entrepreneuriat, qui sont pas non plus deux mondes genre hyper écartés comme la beauté bien-être, tu vois. Ah ouais? À ce point? C'est pas du tout pareil? C'est des mondes cloisonnés. Maintenant, effectivement, tu vois, entre le monde de la PME industrielle et la tech, il y a beaucoup plus d'éloignement que entre le monde de l'infopreneuriat et le monde de la tech. Ouais. Mais donc, il y a des univers qui sont beaucoup plus à l'opposé l'un de Mais l'autre. là, c'était bien. Mais c'est bien c'est assez cloisonné. C'est pas les mêmes niveaux de revenus, c'est pas les mêmes façons de penser. Tu vois, moi, dans l'infopreneuriat, on est les premiers consommateurs au monde de développement personnel, de formation. On est les premiers à se faire coacher. Moi, je dépense des sommes incroyables, tu vois, pour progresser, etc. Les fondateurs de start-up, c'est pas du tout leur univers, tu vois. Les mecs, il faut qu'ils arrivent à la série je sais pas combien. Publiquement. Non, c'est pas vrai. Il faut qu'ils arrivent à la série je sais pas combien, qu'ils aient levé 10 millions, 15 millions, 20 millions ou plus pour qu'à un moment donné, il y a un mec chez le VC qui lui dise prends-toi un coach, prends-toi un mentor. Alors que sa boîte, elle est déjà valorisée plusieurs dizaines de millions, tu vois. Et on est toujours dans cette culture un peu... je sais pas, quand tu y arriveras, quand tu performeras, on verra et éventuellement, tu prendras soin de toi. Mais c'est pas du tout les mêmes univers. Tu vois, philosophiquement parlant, on vient pas du même endroit. Mais encore une fois, il y a d'autres univers qui sont aussi aux antipodes et c'est pas que les seuls univers. Mais
bon, pour essayer de raccrocher aussi à un sujet qui va parler à tout le monde, parce que le sujet du réseau parle à tout le monde. Parce que dans la mesure où s'élever socialement, s'élever sur l'échelle de la réussite, gagner plus d'argent, c'est un jeu de est-ce que tu es dans le bon environnement et est-ce que tu côtoies les bonnes personnes avant tout le reste. La question du réseau est une question hyper centrale. Et donc, c'est pas pour rien que tu as choisi LinkedIn. LinkedIn est un réseau virtuel, mais toi, tu l'as transformé aussi. Tu as créé des connexions en dehors. Mais c'est un truc pour se faire des connexions. Il y a d'autres réseaux qui permettent de faire ça, mais c'est une fenêtre sur le monde des autres, la réalité des autres, et essayer de créer un entourage, même s'il est virtuel, qui est différent de celui qu'on a. Il y a deux façons de devenir milliardaire. Et j'en connais principalement deux. Il y a le temps, de façon familiale, et acquérir suffisamment d'actifs dans le temps sur des centaines d'années pour qu'à un moment donné, ça gagne de l'argent, ce qui est en termes de probabilité très très faible, ou d'être sur un marché qui connaît un changement majeur, type IA, ou Xavier Niel. À un moment donné, l'État se dit on va filer Internet à tout le monde, il est en train de mettre des câbles sous la terre, super, boum, énormément de commandes et la boîte explosée, elle est valorisée. Ça, c'est du coup un facteur chance qui tu maîtrises pas forcément, tu vois. Et puis il y a trop d'éléments, si tu veux faire passer une loi ou un changement majeur, enfin t'imagines le temps et l'énergie que tu vas devoir dépenser, mais bref. Pour toi, c'est un facteur chance. Alors, la chance, on a besoin d'en avoir, mais pour moi, c'est une question de... C'est le fit entre le marché et le timing. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Tu vois, comme d'autres ont profité de la crypto très tôt ou des NFT très tôt. Finalement, on pourrait dire que toi, avec LinkedIn, en y arrivant pas au début de LinkedIn, au début de LinkedIn devient un réseau social. Ouais, mais c'est ça que tu es en train de me dire, c'est tu as choisi LinkedIn pas par rapport... j'ai retenu cette phrase. T'as pas choisi LinkedIn par hasard, c'est aussi un réseau... un réseau social, tu vois, et c'est là où on fait du réseau. Moi, quand j'ai choisi LinkedIn, c'était pas ça. Pour moi, LinkedIn, quand je l'ai commencé, c'était une plateforme de contenu où tu pouvais poster un post et que des gens se voyaient et liker. Mais il n'y avait pas de réseau qui se faisait sur le réseau. Tu vois, il y avait du recrutement, point. Le réseau est venu bien après. Et le réseau vient avec les gens, en fait. À partir du moment où tu centralises les personnes, que ce soit dans une pièce ou sur un site ou sur un Discord ou peu importe, tu crées une communauté et tu as une communauté qui après s'échange et tu crées un lieu, un espace social. Mais l'espace social que LinkedIn a créé pour le monde professionnel, ça ne l'était pas quand j'ai commencé. Ça existait, c'était un balbutiement, c'était un tout petit truc. C'était même pas une motivation qui t'amenait à dire ok, j'utilise LinkedIn pour ça. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps d'ailleurs à ce que ce soit aujourd'hui quelque chose où on rencontre du monde. Au début, on se voyait pas sur LinkedIn. Tu rencontrais personne. Tu parlais aux gens. Ton but, c'était soit de leur vendre, soit de leur acheter quelque chose. Il y avait des échanges économiques, il y avait du recrutement, tu vois. Mais il n'y avait pas de viens, on fait pote. Alors sûrement, il y a des trucs en off, tu vois, pour les nanas et pour les mecs, et ça se dragouillait, et puis voilà. Mais il n'y avait pas cet esprit réseau. L'esprit réseau, enfin l'idée du réseau, je pense qu'il a toujours été là dans le monde du business. C'est un des facteurs clés, tu l'as dit, il n'y a pas de débat. Mais au final, est-ce qu'il y en a qui utilisaient LinkedIn à ce moment-là? C'est la refonte graphique de LinkedIn pour envoyer des messages et aller voir des gens, etc. C'est 2017. Moi, je suis arrivé, c'était en 2019. On était 2 ans après. Il y avait son père. Je crois en termes d'utilisateurs en 2019, on était à peine à 10 millions. Et en termes d'utilisateurs mensuels, je pense qu'on n'était même pas, on dépassait pas le million. Aujourd'hui, on est 28 millions. T'imagines? Et d'utilisateurs mensuels, on est à 13,5 millions. En France, on est le 6e plus gros pays dans le monde. Il y a quasiment tout le monde en population active. Les enfants, les personnes âgées, etc. À quel moment tu as compris qu'il allait se passer quelque chose pour toi en étant sur LinkedIn? Ah deux moments clés, dont un qui s'est produit pendant le premier. Le premier, ça a été l'apparition des réactions en 2019. J'avais déjà vu sur Facebook. Comme je t'avais dit, j'avais lancé un business, j'avais monté des pages, j'avais notamment, c'est là où j'ai beaucoup travaillé avec Arthur Aubeuf sur ses communautés à lancer des contenus. Arthur Aubeuf que j'ai reçu dans le podcast. Qui est un génie de la com market absolu. Il a une vision trop aiguisée. Et surtout, likez et commentez son podcast. Donc, mettez 5 étoiles.
à partir de ce moment-là où il y a eu les réactions, je me suis rappelé que sur Facebook, en 2015, ils avaient bloqué les réactions. Parce qu'il y a des gens qui faisaient des sondages avec les réactions. Ok. Ils avaient dit, on arrête ça. En fait, c'est interdit. Donc, ils avaient bloqué le fait qu'il y ait une publication qui pousse les gens à réagir pour voter, etc. Sauf que tu es sur LinkedIn. Le truc, il arrive, il est tout neuf. Il y a eu ça sur Facebook. Et il n'y a pas de restriction. Le premier jour où c'est sorti, j'ai fait un sondage. C'est quoi? Le sondage, c'était un truc du genre comment vous allez au boulot, tu vois, en trottinette, en voiture. Et ben, je crois qu'il y a les 3/4 des gens qui ont répondu à ce sondage qui n'avaient même pas les réactions sur leur post. Ils n'avaient même pas la fonctionnalité qui était débloquée pour eux. Sauf que ça a commencé à créer des débats. Et les gens commençaient à liker. L'algorithme de LinkedIn était tellement débile qu'il se basait en fait tout simplement sur 1, ton nombre de commentaires, 2, ton nombre de likes. Bah ok, tu fais un truc putaclic, forcément. Et puis là, explosion. Quand j'ai fait ça pendant un peu moins de 6 mois, 35 000 abonnés. Et pendant ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est 2 choses. La première, c'est en juin, je crois, 2019. Je vends une prestation de référencement naturel à un indépendant pour quelques milliers d'euros. Dizaines de milliers d'euros même au total. Mais ce truc-là, je me suis dit, ok, bah voilà, ça marche. Avec aussi peu de visibilité, avec aussi peu de maîtrise, j'arrive à vendre. C'est que sur LinkedIn, tu peux vendre. Et deuxième, c'est que je suis rentré de vacances et que mon boss, il m'avait mis 3 semaines, mais il m'avait pas dit que c'était des congés sans solde parce que c'était ma première année, que moi, j'y connaissais rien et que j'arrive avec mon compte en banque et mon salaire d'août à 400 euros, tu vois. Sauf que moi, à ce moment-là, ça fait 6 mois que je suis avec ma nana, on vient d'emménager ensemble et j'ai 400 balles pour le mois. Bah, en fait, tu vois, dans un couple comme tout, tu vois, à un moment donné, il faut se donner les moyens d'eux et genre, on n'avait pas d'oseille. Et c'est compliqué parce qu'au final, à part rester chez toi et avoir fait tes courses, on n'arrivait pas à faire grand-chose, tu vois. Et du coup, ça a commencé à se tendre un peu, tu vois. C'est pas ce qu'on voulait tous les deux, etc. Et la décision qui a été prise à ce moment-là, c'est je quitte mon taf, j'ai une communauté, je vais commencer à vendre des choses à cette communauté. Donc toi, t'es en dèche et tu dis je quitte mon taf. Bah ouais. Bah en fait, bah ouais. Le truc naturel. Bah évidemment, Delphine, j'ai pas de thunes. Ça crée quelques dissensions dans le couple. Bah je quitte mon taf, quoi. On était à moins 2000 balles. Le seul moyen de remonter la pente à date auquel j'avais accès, c'était de gagner 1350 euros, 1500 euros par mois. C'est ton salaire? Ouais. En fait, ok, donc le raisonnement, c'est que tu te dis, c'est jamais que mon salaire que je vais remonter la pente, je vais en sortir. Sur le court terme, impossible. Ouais, en gros, impossible. Juste avec mon salaire, je vais mettre 6 mois à sortir du découvert creusé par ces 3 semaines de vacances parce que je me suis fait avoir. Ouais. Enfin, tu t'es fait avoir, hein, c'est... Non, totalement. Il y a une co-responsabilité. Non, il n'y avait pas de co-responsabilité. Il y avait je ferme l'agence en août. Je dis, ok, dans ce cas-là, bah, tu as 3 mois de vacances, c'est payé. Oui, on revient. Non, prud'homme, gain, terminé. Tu vois. Okay. Donc, non, il n'y avait pas de responsabilité. Et de plus, tu fais pas ça non plus à un gosse qui a, à cette époque, on est en 2019, j'ai 26 ans, tu vois. Le mec, il a 26 ans, c'est quasiment son premier vraiment CDI solide, etc. Il connaît rien. Enfin, explique-lui, tu vois. Sois dans la pédagogie un minimum. Ton objectif, c'est pas. Donc, il y a eu des prud'hommes à ce moment-là. Il y a pas eu finalement, parce qu'il y a eu un rangement, on a fait des échanges, etc. Mais effectivement, tu leur as reproché de ne pas t'avoir dit que tu partais sans solde. Mais de toute façon, il était même plus présent. Il esquivait totalement cette discussion, tu vois. Enfin, il n'y avait même pas d'échange. Et en même temps, il y avait un truc que moi, qui était vrai, c'est qu'au moment où je me barre, je me fais pour faire de LinkedIn, sauf que j'ai construit ma communauté pendant mon travail, tu vois. Et donc, j'ai dû aussi lui redonner des groupes que j'avais montés à plusieurs dizaines de milliers de personnes sur LinkedIn. Donc, il y a aussi des sujets qui se posent là-dessus, on s'est arrangé, entre guillemets. Mais non, ça, franchement, ça, c'est tout ce que j'aime pas dans le salariat. Donc, au moment où tu pars, tu te dis j'ai une communauté, 35 000. Ouais. Donc, tu as vendu une prestation de SEO, de référencement naturel. D'ailleurs, je me demande le rapport. Tu vois, et si ce n'est que tu étais dans une agence qui faisait ça. C'est ça. Donc, je me présentais, moi, mon profil, c'était ça. Okay. J'étais expert en SEO, quoi. Ok, à l'époque, tu n'étais pas expert en LinkedIn, tu étais expert en autre chose et tu utilisais LinkedIn. Ok, totalement.
Et donc, tu te dis, si je l'ai fait une fois, je peux le refaire, c'est ça? 100%. Ok. Si j'ai vendu quelque chose, je peux revendre quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui Mais te caractérise. Tu vois, ce niveau de... Ouais, cette relation au risque, ce niveau de prise de risque, quelque chose qui te caractérise, tu fais les choses grave. comme ça. Ok. Grave. T'as dit beaucoup de ta relation à l'argent, en vrai. Ça dit quoi, par exemple? Bah, Ça m'intéresse grave. non, mais ça dit en fait que t'as pas peur d'aller en faire, tu vois, par exemple. Ouais. Ou t'as pas peur d'en perdre plus, ou tu vois, t'as une sorte de décontraction, je vais appeler ça comme ça. Ouais. Comment toi tu te décris ta relation à l'argent à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te rappelles de quoi? À ce moment-là, j'ai l'impression que l'argent, c'est très important. Mais j'ai vécu un burn-out où j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup parlé avec des gens et j'ai compris que c'était pas le plus important. D'où cette première philosophie très conservatrice qui va commencer à se développer en moi en mode ok, ma vision elle n'est pas que gagner de l'oseille parce que j'ai essayé de le faire pendant 6 ans, ça n'a rien fait du tout. Tu vois. Je pense que l'argent, on sous-estime. J'ai eu très très peu d'oseille et j'ai eu un peu plus d'oseille. J'en ai pas eu encore énormément, des dizaines de millions comme beaucoup d'amis Alors c'est entrepreneuriaux. quoi un peu d'oseille? Un peu d'oseille, c'est, tu vois, en termes de rémunération, t'atteins jusqu'à 5, 10, 15, 20 par mois, tu vois. De rémunération, à un moment donné, tu te rémunérais 20 000 par Bah mois. ouais, c'est ça en fait, puisque tu avais des mois où déjà en auto-entrepreneur, c'est beaucoup plus facile de te rémunérer vite sur les premiers mois quand tu fais beaucoup de cash. Oui, mais Après, il tu faut que vas tu jamais changes à en 20 000 en URL. auto-entrepreneur. Tu vas jamais à 20 000 par mois en auto-entrepreneur. Ah bah tu fais ça 2 mois, après de toute façon t'es cassé, tu passes en URL. C'est Bah ça. c'est ce qui s'est passé au lancement en fait. Au lancement en fait, le coaching, dès que j'ai démarré, en fait très rapidement, en l'espace de moins de 6 mois, à l'arrivée du Covid, on est passé de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois à en fait créer une boîte. Il n'y a plus de débat là. Tu ne peux pas aller au-dessus des... et là on est passé en SASU. Enfin je suis passé en SASU. Et donc très rapidement... Donc la relation à l'argent, Ouais. juste pour te dire, je pense que c'est la chose la plus importante de ta vie jusqu'à que tu atteignes un palier de confortabilité ou quelque chose qui te permette d'être bien dans tes bottes, c'est-à-dire, je sais pas, tu arrives à avoir suffisamment de liberté, très peu de contraintes, pouvoir tranquillement faire tes projets. Je dirais, tu vois, 5 000 euros quand tu vis en région parisienne par mois, 10 000 euros à deux, c'est un palier où, de toute manière, tu peux gagner plus. Ça va pas te rendre pour autant, parce qu'à un moment donné, si t'as des gosses, si t'as des potes, etc., t'auras plus le temps de le dépenser. Tu peux te permettre d'aller investir, etc. C'est très cool, on épargne et tout, mais en fait, ce moment où tu gagnes 1 000 euros, 1 500, 2 000, je trouve que si t'es en région parisienne, et encore une fois, ça descend si t'es en province, ça descend si t'es dans les autres villes, etc., t'as plus autant de besoins, tu fais plus autant d'activités, mais il faut que t'arrives à ce palier de je sors de là. Je sors de cette espèce de phase où je gagne entre 1000 ou 500, tu vois, RSA, ou voire rien du tout, à 2000 balles par mois. C'est là que tu le mets le premier palier, parce que toi, quand tu Ouais. dis, pour moi, l'argent est quasiment... Enfin, je crois que... Je sais plus si tu as utilisé le mot obsession ou pas, mais tu vois, c'est... L'argent est une obsession jusqu'à ce que ça le soit plus. Ouais. Et là vient aussi la désillusion de... En fait, ok, bon. Je comprends que j'ai la sécurité, mais ma vie, elle est pas... Je suis pas plus heureux et ma vie, elle est pas extraordinaire. Et là, tu rentres dans autre chose. Mais c'est intéressant, cette vision. J'avais jamais vu comme ça. Et je trouve ça intéressant, ce truc de... Tant que t'es pas arrivé à ce niveau, qui peut être différent en fonction des gens, mais moi, je le mets beaucoup plus haut que toi. Tu vois, je le mets pas à 2000 ou 2005. Hein. Moi, je le mets à 5000. Ah, moi, je le mets à 6000, 5000 aussi aujourd'hui, mais en pas tout le couple, monde, 10 000, tu vois. Enfin, ouais. Tant que t'es pas arrivé à ce palier-là, Ouais. effectivement, l'argent occupe beaucoup de ton espace mental. Comment gagner plus 100%. C'est beaucoup parce que t'es pas encore arrivé au point où tu te dis c'est bon quoi. T'as aussi beaucoup cet espoir que un petit peu plus de confort dans la vie, un petit peu plus de loisirs, un petit peu plus de ça apporte ce que
peut-être ce qui manque dans la vie, quoi. Un peu plus de sens, un peu plus de fun, un peu plus de ce que tu recherches, jusqu'à ce que l'illusion arrive. En fait, ton champ des possibles, il faut l'étendre au maximum. Je pense que c'est une des. Je pense que dans le bonheur, il y a ce champ des possibles. Donc, tu mets ce que tu veux, tu vois. Mais si tu es capable de réaliser ou de pouvoir faire un grand nombre de choses, qui te coûtent pas de l'argent, c'est pas la question. Mm. Je pense que plus tu as la capacité de faire de choses, moins tu as de contraintes, plus c'est facile de construire ce bonheur-là, tu vois. Euh, et attention, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut devenir millionnaire absolument parce que ça te pose aussi d'autres problèmes. Le mec qui va se dire, moi, je vais gagner 10 millions par an, je vais faire de l'immobilier. Bah, frérot, quand tu vas avoir 5 fuites en même temps, de 5 appartements en même temps, tu vas devoir gérer des problèmes à 3 h du matin, tu auras 4 gosses, quoi. Tu vas pas être heureux du tout. Alors que si tu as ton petit appartement, que tu n'as pas de problème, tu vis bien. Et donc voilà, je pense que c'est très très important. Euh, Pas tout le monde peut le faire. Je pense pas que tout le monde veuille le faire non plus. Mais c'est cool aussi à essayer, tu vois. Tout le monde ne peut pas le faire pour la simple et bonne raison que ça demande de dépasser énormément de barrières mentales. De te Ouais, mais dire... pas que, tu vois. Non, mais Mais sociétalement... majoritairement. Sociétalement, Non, t'as raison. sociétalement, en Ouais, mais fait, t'as raison. si tu prends les choses dans leur ensemble, tu te dis, bah, évidemment que tout le monde ne peut pas gagner 5 000 euros parce qu'il y a des... Le système est fait de telle sorte que il y a plein de jobs qui sont pas à 5 000 euros, tout simplement. En fait, il faut bien que certaines personnes les occupent. Mais si tu peux, individuellement parlant, qu'est-ce qui sépare une personne de là où elle est aujourd'hui et de ce premier palier qu'on pourrait imaginer Paradigme. à 5 000 euros? Ça n'est que des barrières mentales. Parce que, regarde, toi, avec l'enfance que tu as eue, bah, voilà, tu es là aujourd'hui. Et encore une fois, on peut se dire le parcours est pas brillantissime, t'arrêtes tes études. Donc, c'est pas tu vois, la voie royale qu'on te décrit pour aller dans des métiers où ça gagne de l'argent. Donc, on parlait de Mohamed Bouclé tout à l'heure, c'est pareil. Ses parents sont illettrés, analphabètes. Il sortait pas de chez lui le week-end. Il geekait pareil. Il avait des fréquentations qui se foutaient de sa gueule parce qu'il allait au club théâtre, et etc. Tu vois. Donc, le truc, c'est qu'est-ce qu'il y a entre toi et cette personne-là, ou le toi d'aujourd'hui et le toi qui peut gagner 5 000, c'est des barrières mentales. Et avant tout, 100%. c'est je peux pas y arriver. C'est pas possible pour moi. Pas dans mon métier. Pas là d'où je viens. Pas là où j'habite. Pas avec la femme ou le mari que j'ai. Pas avec 3 enfants. Pas toute seule. Tu vois, c'est pas avec mon parent qui est malade. Pas avec le handicap que j'ai. En fait, c'est ça, en fait. Pas avec mon physique. Pas avec ma couleur de peau. C'est l'action qui mène à la réflexion et c'est pas l'inverse. Tu sais, il y a des petites phrases comme ça où j'essaye de mettre énormément de sens. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Tu sais toujours ce que tu perds, mais en réalité, tu sais jamais ce que tu gagnes, tu vois. Et si j'ai bien compris un truc, c'est que le logiciel que tu as mis en place dans ton cerveau, à un moment donné, moi, je l'ai fait très tôt, parce que j'ai lu beaucoup de bouquins de développement personnel, avec une vision très américaine en plus du truc, qui en fait ont reconfiguré ma vision des choses pour dire, attends, si tu as cette vision-là, bah, tu peux aller aussi sur une autre activité. Et je pense pas que tu puisses devenir entrepreneur si tu as encore une vision de salarié classique. Et je ne pense pas que moi, je puisse devenir riche, donc avoir un énorme patrimoine financier, si je pense juste avec la vision que j'ai aujourd'hui. Ou le paradigme que j'ai. Tu vois, quand je vois une vidéo de Yomi Denzel qui dit moi demain, si je veux faire 100 000 balles, en fait, le plus rapidement possible, j'appelle un mec qui vend un truc très très cher. Je lui dis c'est qui vos clients, j'appelle les mecs qui sont leurs clients et je leur demande sur quoi vous êtes en train de dépenser le plus d'argent. Et que je vais négocier des prix, je prends une com et puis voilà. En fait, à un moment donné, je me suis pris en flag à dire ce qu'il est en train de raconter, c'est des conneries. Et putain, bah en fait, c'est pas le même logiciel. Non, mais c'est juste que, tu vois, faut arriver à ce logiciel-là. Et en même temps, pour arriver à prouver que c'est le bon logiciel que tu vas installer dans ton petit cerveau, il faut quand même que tu aies des moments de victoire, des étapes clés de ta vie qui te disent « Ah bah ça marche ». Typiquement, on revient à LinkedIn. Au moment où je capte qu'il y a beaucoup d'abonnés, c'est une première victoire parce que ça grossit énormément. Et au moment où je capte qu'il y a une vente,
là, je me dis, OK, je reprends mon logiciel d'entrepreneur, ma casquette d'entrepreneur, appelle ça comme tu veux. Je me remets dans ces paradigmes-là et je me dis, en fait, c'est une voie c'est une porte d'entrée, c'est une voie de sortie. C'est un truc que je peux récupérer parce que regarde, en fait, il y a encore une fois, ça va marcher. Bon, si tu ramènes la totalité de l'oseille que j'ai gagné sur les 5 dernières années, je suis pas sûr qu'on soit dans la rentabilité démentielle, tu vois. Mais Par rapport quoi? Par rapport au temps investi? bah ouais, c'est complètement fou. Mais sur le long terme, tu le gagnes. Ouais, mais en fait, tu vois, ça fait 4 ans, 5 ans, tu vois. Moi, là où ma boîte commence à décoller aujourd'hui, Ouais. bah, la rentabilité sur les 4 années investies, elle est inexistante. J'ai perdu de l'argent. Oui, mais ça va être exponentiel. Exactement. Ouais. Donnons-nous rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et là, je serais bien contente d'avoir investi ces 4 ans. Parce que la vérité, c'est que si j'avais suivi une trajectoire de salarié pendant ces 4 années-là, je pense que je gagnais plus aujourd'hui que ce que je me verse comme salaire en tant qu'entrepreneur. Sauf que du coup, faut quand même un minimum de vécu dans ta vie pour avoir acquérir la compétence qui est ultime chez les entrepreneurs, qui est la résilience. Si tu es face à des problèmes tous les jours, si tu dois résister 3, 4 ans, ça se trouve 1 an, c'est ça qui te fait aussi espérer, tu vois. Ouais, bah après, je j'ai pas un vécu qui m'a particulièrement appris la résilience, tu vois. Ouais, ok. Ouais, non, mais mais tu l'as, cette compétence, tu vois. ce T'as débat, il est truc-là intéressant, mais il y a des gens qui vont avoir un degré supérieur de résilience 100%. et ça se travaille parce que de toute façon, en tant Exactement. qu'entrepreneur, les critiques tous les jours, faut le vivre au quotidien. Tu vois. Les gens qui veulent pas s'exposer, bah, je comprends aussi. Ouais. Parce que tous les jours, il y a quelqu'un dans ton inbox qui vient te dire ce qu'il pense de ton travail, qui vient te dire ce qu'il pense de... J'ai fait un réel qui a cartonné. C'était quoi? J'ai reçu une sociologue dans le podcast, Alizée Delpierre, qui a écrit un livre Servir les riches. Je veux dire, Alizée, pendant 2 ans ou 3 ans, elle a conduit des dizaines d'entretiens avec des domestiques et des grandes fortunes, aristocrates et nouveaux riches. Donc c'est un travail documenté, tu vois. Évidemment, moi, j'ai publié un extrait. Et puis, bah, on se le cache pas, hein, les extraits sont aussi un peu putaclic, etc. J'ai l'impression qu'il y a tous les aristocrates de la Terre qui se sont réveillés. Ce Reels a fait 400 000 vues. J'ai jamais fait ça avec un de mes Reels. Et puis surtout, le nombre de commentaires, et 90% de ces commentaires, c'est « Elle raconte n'importe quoi, vous savez pas de quoi vous parlez, j'ai jamais entendu autant de conneries, etc. » Tu vois. Et les gens n'ont pas le contexte de l'épisode, ils n'ont pas le contexte de ce qu'elle fait. Moi, je vais pas aller défendre chaque Non, mais excusez-moi, prends un chaque peu, là. fouille merde dans les commentaires, tu vois. Ouais. J'en prends un peu pour mon grade, elle en prend un peu pour le sien. Nous, on sait qu'on a fait un travail qualitatif et toutes les personnes qui ont écouté l'épisode le disent aussi en entier. Mais faut se rendre compte de ce que c'est quand même la violence tous les jours. Tu ouvres ton Insta et tu vois, c'est ni fait ni à faire, mais quel ramassis de conneries, etc. Tu vois. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Ça forge la résilience aussi, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vois, c'est en entreprenant qu'on apprend à dépasser tout ça. Parce que si on espère dépasser tout ça dans son canapé en se disant pourvu que quand je me lancerai, je serai vraiment capable de gérer tout ça. Ou alors pire, pourvu que j'ai jamais aucune critique de ma vie en tant qu'entrepreneur. Bah, vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce que ça va pas le faire, quoi. Et vous lancez pas non plus sur LinkedIn parce que c'est pas un monde de bisounours, LinkedIn. C'est pour ça que mon accompagnement, il est de 6 mois. Et encore en 6 mois, tu vois, c'est un début de légende que je suis en train de créer pour les personnes qui sont là. C'est un début d'actif. Après, il va falloir continuer sur des années, tu vois. Et il y en a qui peuvent se perdre entre-temps, arrêter de réfléchir. Mais c'est hyper intéressant, ça. Ouais. C'est hyper intéressant parce que souvent, ceux qui résistent beaucoup, enfin, qui sont ouverts enfin, en tout cas, ceux qui gèrent le mieux les critiques, c'est souvent ceux qui sont ouverts. Putain, c'est un riche d'Oussama en plus, ça. Il le dit à un moment donné, il dit ceux qui résistent le plus à la critique, c'est ceux qui ont l'esprit le plus ouvert, tu vois. Mais ouais, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Tu juges pas, tu vois. Moi, quand je reçois ça, typiquement, je reçois beaucoup de commentaires un peu limite. Je te prends un exemple, mais j'ai fait un post, je mettais 10 créateurs en avant. Et moi, c'était 10 profils LinkedIn.
Et à un moment donné, quand j'ai créé ce post-là, je me suis dit, putain, il n'y a pas de meuf. Et j'ai continué, tu vois. Mais en fait, l'idée, elle est venue, elle est repartie, tu vois. Je me dis, faut que je change ça, j'ai oublié. Et je publie le truc, et au moment de publier, je dis, ah merde, j'ai oublié de mettre des nanas. Mais il n'y avait pas. Enfin, j'avais pas choisi mon truc en disant c'est que des mecs ou volontairement. Le post a fait genre 150 000 vues, des centaines de réactions, des centaines de likes. Et à majorité, des commentaires de nanas qui disent elles sont où les nanas. Et c'est vrai, il n'y a pas de femmes. Et donc, moi j'étais un peu en mode. C'était virulent. Hein. Les commentaires sont hyper virulents. De la Toujours part sur LinkedIn. Et en même temps, je me suis dit, soit c'est un bon canal, ça veut dire que trop bien, j'ai un axe à défendre. Full mec. Je fais que un truc 100% mec. Là, je fais, voilà. Il y a des trucs 100% meufs, ça marche bien avec les meufs. Je fais un truc 100% mec, ça va faire rager les nanas. En plus, ça va marcher avec les mecs. Incroyable. Je vais faire encore plus de vues. Sauf que je l'ai pas appris comme ça. Ça m'intéresse pas d'être positionné comme ça et peut-être qu'un jour je le prendrai. En tout cas, si tu me vois transformer ça, tu sais que c'est purement stratégique et je suis sûr que ça va très bien marcher. J'ai commenté tous les commentaires. J'ai répondu à tous les commentaires et je leur ai demandé qui sont les nanas que vous suiviez. La raison pour laquelle j'avais listé ces profils, c'est parce que c'est des profils qui donnent de la valeur ajoutée. Autrement dit, des méthodes, des techniques hyper gratuites, hyper accessibles, hyper activables. Pas des commentaires en 2 minutes, faut faire ci, faut faire ça. Un peu comme l'échange qu'on a là, c'est-à-dire vraiment, tu peux le mettre en application, tu as des exemples, tu as des façons de faire, tu vois, tu as une méthode et tu as du vécu, tu as de l'expérience. Je prends ces 10 nanas, je refais un post avec les 10 nanas. Faire 10% des vues. Mais parce qu'il n'y a aucun mec qui est venu pour dire. Il n'y a que des nanas dans ton truc. Et il n'y avait que des nanas. Et en fait, les commentaires que je prenais dans la face, ils étaient. Enfin, faut comprendre qu'avant de faire ce post, ça faisait 1 an que je publiais des trucs qui étaient quasiment pas vus, mais qui permettaient aux marques de faire de l'argent, parce que c'était que du contenu sponsorisé. Et là, je repars de 43 likes à plusieurs milliers, tu vois. Et donc, j'avais oublié ce truc de haters, tu vois, des mecs qui sont juste là pour soit défendre un peu leurs convictions, exprimer un peu. Et je me reprends encore une fois. Là, j'ai vu un post il y a pas longtemps d'un truc que 3 nanas ont lancé et c'était 100% féminin. Et ça me fait réagir. Exemple, là, on parlait, oui, mais c'est un peu de ta faute du taf, tu t'es fait payer 450 €. Bien sûr que, en fait, si tu regardes dans les détails et dans les faits, t'as fait une erreur, tu t'es pas. Enfin, t'identifies des problématiques et ça te permet. Mais c'est des trucs où c'est du react, tu vois, et ça te fait. Et en fait, tu choisis ou pas de réagir. Ces gens-là qui te mettent du full haters, ils ont choisi de réagir, tu vois. Et en fait, c'est à toi de jouer. Soit tu leur rentres dedans, et on sait que tu t'épuises au bout d'un moment. T'essayes de combattre les gens avec ta vision, etc. Soit t'essayes de les comprendre. Moi, je suis très là-dedans. Je suis très, vas-y, bah ok, on y va. Tu veux jouer, on va jouer. Ok, pourquoi t'as dit ça? C'est quoi ton problématique? Qu'est-ce que t'as mis en avant? Ok, qu'est-ce que moi je peux changer? Qu'est-ce que toi tu peux changer? Mais alors, t'es plus d'accord de ça ou de ça? Ok, merci. Exemple, Félicie le Dragon sur LinkedIn, est-ce que ça te parle? Pas du tout. Ok, alors ça, c'est un profil, ce qu'on appelle un profil troll qui est très très rare sur LinkedIn, puisque c'est que des profils qui sont normalement vérifiés et officiels. C'est une nana qui est dans le domaine du Web3, encore un autre truc, qui est hyper virulente. Mais quand je te dis virulente, c'est qu'elle t'attaque dans les commentaires, elle te défonce. Mais parce qu'elle a compris que quand tu postes quelque chose de clivant, ça te permet d'avoir... Elle me poste un truc et elle me dit oh, super tes conseils, je vais me désabonner de toutes les personnes qui les suivent ou des trucs comme ça. Et à un moment, je commence à dire bah merci, mais pourquoi tes commentaires ils sont toujours un peu virulents, ils sont toujours au contraire de ce que tu penses? Et elle me dit, je sais plus quelle phrase elle me dit, et moi je capte un truc à ce moment-là. Et c'est pour ça que je te dis que quand tu es dans la compréhension du commentaire qui est un peu haineux, bah, tu peux en sortir forcément un enseignement. Je capte en fait quand tu donnes 10 conseils pour réaliser ce que tu as envie de faire, bah, que tu as une autre façon de voir les choses qui est 10 conseils pour éviter de réaliser ce que vous n'avez pas envie de faire. 10 profils à suivre, 10 profils à ne pas suivre. 34 habitudes à prendre, 34 habitudes à ne pas prendre, tu vois. Je pense que ce commentaire, ça a été le plus rentable de ma vie. Il m'a fait doubler une quarantaine de publications déjà prévues. Je suis passé de 40 à 80. Et en termes de temps de production sur ces contenus,
on est divisé par 10, tu vois, d'investissement. Et après, tu as une troisième façon de réagir aux commentaires qui va être vraiment bon, bah, les couilles, je bloque, je réponds pas. Et ce qui est pour la santé mentale très conseillé en vérité. Du coup, toi, tu as créé tout un univers, tu as créé autour de LinkedIn, tu as testé pas mal de modèles. Tu es quand même beaucoup resté dans des modèles, ce qu'on appelle du done for you, donc de la prestation de service, tu vois. Même si, alors, il y a eu l'agence que tu as créée, et jusqu'à monter à quoi, 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ouais, ça c'était solo. Mais ouais. Quel regard tu portes sur... tu vois, c'est des beaux niveaux de chiffre d'affaires quand t'es solo, quand même. Ah, c'est... tu t'es senti plafonné ou tu t'es dit j'ai tout compris, j'ai plié de game parce que, tu vois, moi qui suis dans l'infoprenariat, il y a un autre monde. Hein. L'infoprenariat, les freelances. C'est vrai cette histoire? Est-ce que... Genre, freelance versus infoprenariat. Est-ce que l'infoprenariat, c'est vraiment... Genre, ces chiffres-là sont vrais? Genre, quand les gens te disent j'ai fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un webinaire, j'en ai dépensé 300 en 7 heures closer au webinaire. Mes chiffres sont vrais. Ouais. Il paraît que les chiffres de tout le monde ne sont pas vrais. Mais c'est comme les freelances qui communiquent sur leurs chiffres, c'est peut-être pas... Enfin, voilà, c'est du CA. Bon, oui, de toute façon, après, il y a des gens qui jouent sur le flou et il y a des gens qui sont honnêtes avec c'est du CA, etc. Et puis voici comment ça se découpe après. Est-ce que toi, t'en as déjà vu des énormes chiffres de l'infoprenariat? Oui, mais il y en a peu, hein. Moi, j'avais vu avec gros... Ah putain, ça si. Bah si, en fait, l'année dernière... Qu'est-ce que t'appelles les gros chiffres? J'ai vu un mec qui m'a montré son... Il est seul, il a toujours été seul. Je pensais que c'était quelqu'un d'hyper connu sur les réseaux. Il a 0 abonné sur aucun des réseaux sociaux. En fait, c'est un mec qui fait que des produits infopreneurs depuis 10 ans. J'ai vu des dépenses qui dépassent 600 000 balles sur Facebook Ads en une journée, tu vois. Et c'est des vraies dépenses. Mais c'est des vraies dépenses, tu vois. Et c'est... après, il a combien de produits, il a combien d'audience, il a combien... Donc, je pense que ça dépend, tu vois. Il doit faire... je sais plus exactement, mais je sais que c'était pas que sur un programme. Il avait plein d'autres types de programmes, beaucoup de retargeting. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, faut les avoir, ces 600 000 balles. Surtout, t'es tout seul, tu vois. Enfin, t'as une équipe. Moi, mon estimation, c'est que pour moi, il y a 2 infopreneurs qui ont dépassé les 8 chiffres. Ouais. C'est Yomi Denzel et David Laroche. Ok. Pour moi, genre un Laurine Bemer, Margot Cunego, qui sont très en spotlight en ce moment sur LinkedIn. Pas 8 chiffres. On en est loin. Ouais, on est à 6, 7. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a, tu vois, entre 100 et 200 infopreneurs qui sont à 7 chiffres. Okay. Genre un Franck Roca. Oui, il est... je sais pas, Franck Roca, tu vois. Ah non, non, pardon, je confonds avec Franck Nicolas. Franck Roca, il est pas... Pour moi, il est pas 8 chiffres. Pas annuellement. Pour moi, il est pas... je le connais bien. En plus, je l'ai reçu dans le podcast. C'est Franck Nicolas que je connais moins, que j'aimerais bien recevoir sur le podcast aussi. Et Maxime Piccini, comment il s'appelle là? Piccini. Je sais plus. Il a... J'adore. Non, pour moi, on est dans la frange supérieure, tu vois, on est entre 6 et 10, mais on n'y est pas. Mais il y a quoi, entre 100 et 200 entrepreneurs qui dépassent le million. Après, effectivement, en fonction de ta structure de coûts, il y en a qui finissent par faire que 20... Tu vois, à un moment donné, on a 20% de résultats à la fin parce qu'il y a des structures de coûts très dépendantes de la publicité, etc., très dépendant des commissions que tu donnes à tes sales. Et donc, voilà, après, ça fait pas forcément énormément de résultats en fonction de ton business model. Mais oui, c'est vrai que là, pour repartir sur le freelancing, tu vois pas ça. Par contre, toi, à 40 000 par mois, donc tu vois, moins de 100... Grosso modo, 500 000 par an, tu pouvais quand même te rémunérer bien entre 10 et 20, tu vois. 17, tu peux monter. Alors qu'à 500K en infopreneur, tu te rémunères pas ça. Parce que pour monter à 500K en infopreneur, tu as une structure de coût, une structure de charge qui ne te permet pas. Parce que t'as des gens avec toi. Putain, c'est bien ça, c'est bien ça. Et oui, mais c'est pour ça, quitte à faire 500 000, mais même, tu vois, mais 200, 300 000, mais un freelance à 200, 300 000, mais il se met bien mieux qu'un infopreneur à 200, 300 000. Moi, je trouve qu'en ratio temps, tu vois... À l'année ?
Ouais. Ok, Et du coup, mais à 5 millions l'infopreneur à l'année bah, de toute façon, de CA, non, mais ton freelance, il fait pas 5 millions de toute façon, donc tu peux pas comparer. impossible. Mais effectivement, tu vois, pour faire l'équivalent de 20 000 par mois en REM, tu vois, Ouais. en infopreneur, allez, si je me chauffe un petit peu pour un calcul vite fait, T'as combien de taux de marge? bah, il faut faire du 120 000. Ouais, faut dépasser le million, en fait. Faut dépasser le million de CA pour te verser. 15 000 Donc, par mois. ouais, t'as 2 fois et demi le montant de CA de ce que tu fais en freelance pour pouvoir te rémunérer 15 à 20 000. Parce que t'as une structure de coût qui est beaucoup plus élevée, t'as des gens à payer, Il y a le post de Margot Cunego qui disait j'ai fait 500 000, après j'ai fait 700 000, après je repasse. Et là, elle a publié un truc qui m'a fait un peu tilt, il y a 50 personnes avec moi. Et là, je me suis dit, quoi? Il y a 50 personnes derrière ça? Il y a 45 closers, quoi. Oui, t'as des setters, t'as des closers, t'as des AM, t'as des AE, t'as toute une structure de... Elle a pas recruté. A priori, sinon, elle partagerait quand même beaucoup de photos avec ses salariés, tu vois. Et puis ça se saurait. Oui, mais voilà, c'est particulier parce qu'en fait, c'est beaucoup de freelance qui sont pas du tout full-time. Ouais. Mais c'est très bien parce que c'est quand même un déjà sacré énorme, défi hein. de gérer 50 personnes, oui. C'est déjà très gros. Bon, après, généralement, tu prends une agence de closing, t'as un mec avec qui tu parles, non? Pas comme ça que ça marche. Et bah écoute, je sais pas parce que j'ai pas un modèle qui repose sur le closing. Donc, Ça me passionne. alors, le J'ai envie de le closing, décoder. c'est, pour ceux qui sont pas familiers, c'est un closer. Ouais. C'est juste le nom qu'on donne à un commercial dans ce milieu qu'est l'infoprenariat. Voilà. C'est pas un mot C'est quoi un barbare, setter, mais voilà. alors? Alors, j'ai découvert ça parce que j'ai fait appel à des setters pour la première fois. Le setter, c'est l'avant-closer. C'est assistant avant-vente, c'est celui qui fait la vente, celui qui fait la préparation. C'est quelqu'un qui fait le lien. Alors, lui, il fait de l'appel proactif. Ok. Mais il répond à tes questions. Et quand il y a des closers derrière, parce que des fois, il y a les deux, il C'est un va... SDR. Voilà. C'est un SDR dans le monde de la tech. C'est horrible. Ton setter, lui, il est là pour faire l'interface et quand il y a des closers, booker des rendez-vous avec des closers. Ok. Sinon, il répond à 2-3 questions, il essaye de lever les objections et puis il fait un lien entre, bah, tu vois, moi qui peut pas appeler tout le monde Ouais. et puis mes audiences Oui, c'est ça, parce qui que ont t'as des du volume, questions, quoi. quand même. Enfin, c'est dément quand tu Mhm. regardes. Il y a une personne qui fait partie de mon programme qui s'appelle Nicolas Rey, qui a notamment bossé sur toute la strate d'acquisition et qui a mis toute son équipe en place. C'est lui qui dirigeait ce programme-là d'acquisition pour remplir les places de comment il s'appelle, Tony Robbins et Ouais. Robert Kiyosaki. Ouais. Et il y avait le français qui a la licence de Tony et de Robert, Ah, bah, je sais pas. Jean-Claude quelque chose, je sais plus, excusez-moi, mais Il y a Tony, Robert et Jean-Claude. Tony, Robert et Jean-Claude. C'est quoi cette histoire? Ils sont dans un bateau. Et remplissent une salle de plusieurs millions de personnes avec de la lave. Ou à plusieurs millions de dollars, en tout cas. Et ben du coup, ils ont dépensé énormément d'argent. Et lui, typiquement, on en parlait la dernière fois. Je sais pas où je veux t'emmener, je sais plus pourquoi. Mais cette conversation, on est d'accord que cette conversation n'a ni queue ni tête, Rebecca. Non, mais moi, Depuis le début. Tu pars dans un coin, j'essaie de te ramener, puis C'est j'y arrive compliqué, pas, hein. puis moi-même je pars, et puis tu reviens. Ok, on s'est totalement laissé Allez. embarquer. J'espère que les gens nous suivront un petit peu. Si les gens sont arrivés jusque-là, félicitations. Non, mais Tu crois qu'on aura des reels? bon courage vrai, à mon si, équipe si, qui si. va devoir faire des extraits de notre conversation. Non, mais je reviens à la conversation, en vrai. Tu vois, parce que toi, t'es jamais passé dans ce monde-là, alors que beaucoup des gens que je reçois, alors c'est pas tout le monde, mais encore une fois, il y a un cloisonnement entre le monde de l'infoprenariat qui est le step d'après si tu veux scaler, si tu veux plus vendre ton temps, en gros. Mais t'es quand même bien à un certain niveau quand tu vends ton temps. T'as moins d'emmerdes et des fois, tu gagnes bien mieux ta vie que quand tu passes sur d'autres types de business models. Donc toi, t'en es où là en ce moment? T'es encore là-dedans? Tu fais évoluer tes business models ou tu te dis, bah moi, en fait, ça dépend des fois. Infopreneur, sa cible, c'est rarement des énormes boîtes. Hein. Non. C'est souvent des indépendants, voire même du B2C. Ouais. Ça dépend ce qu'ils vendent, mais oui. J'ai l'impression que je me dirige vers l'infoprenariat parce qu'en fait, j'ai changé ma cible. Ça me saoule de bosser avec des boîtes.
Les prises de décision sont beaucoup trop longues. Est-ce que tu vendais donc des formations sur LinkedIn à des Aux entreprises? boîtes? Ouais. Oh, je Ou vendais des tout, des conférences? conférences, des formations, du Do It For You, donc voilà. Là, je me suis associé avec une nana qui s'appelle Emma Volontiers, qui a fondé une agence qui s'appelle Founder Agency et qui s'occupe de cette partie de adresser à des structures une proposition de travail Do It For You, c'est-à-dire vraiment Done For You. Enfin, je le fais à votre place. Je fais du service et donc je prends votre compte LinkedIn et je m'occupe de tout, de A à Z. Ouais. Euh, je me dirige vers l'infoprenariat. En fait, euh, les indépendants, j'adore. J'ai réussi à en faire péter plein sur LinkedIn. Franchement, dans le top Favicon, qui est un classement initié par une boîte qui s'appelle Favicon, qui vaut rien officiellement. Bah, il y a chaque année, enfin chaque demi-année, je sais pas, la moitié de la liste que j'ai accompagnée. Il y a beaucoup d'influenceurs et influenceurs, donc c'est Les les influenceurs certifiés, LinkedIn. Ouais. certifiés qui sont passés par mes mains. Tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je veux pas trop me la péter, mais quand même. mais donnez-moi de l'argent, les refs, tu vois. Je vais quand même le mettre en avant. Si je devais dresser la liste, je pense qu'on dépasse les 300 personnes coachées pour ça. Moi, quand Arthur Obeuf il m'appelle et qu'il me dit, gros, je vais aller sur LinkedIn et que je lance Time for the Planet et que comment est-ce que je peux acquérir ça et que je lui donne l'exemple de JavaScript développeur qui est une page LinkedIn développée par un pote qui s'appelle Paul, qui a atteint les centaines de milliers d'abonnés en quelques jours seulement parce que les mecs qui étaient développeurs JavaScript n'avaient pas de page entreprise vu qu'ils étaient seuls et freelance. Donc, ils mettaient la page JavaScript et donc la page JavaScript a explosé. Arthur, ça c'est super. Fais-le. Mais fais-le avec Time for the Planet dès qu'il y a quelqu'un qui investit, mais associé. Et donne-leur des postes. Comme ça, eux, ils peuvent rediriger le truc. Je pensais pas que ça allait prendre ce niveau d'importance. Je pensais pas qu'il allait mettre ça en application aussi bien. Je lui ai juste donné une toute petite impulsion. Mais comme beaucoup de gens, tu vois, quand on faisait du Clubhouse, etc. Cette petite impulsion, elle vient de la compréhension de LinkedIn. Aujourd'hui, je veux valoriser cette petite impulsion que je suis capable de mettre dans la tête de tout le monde et grâce à cette petite impulsion, ça permet aux plus gros bosseurs d'être sur la bonne voie et de déployer des tu vois, je dis ils ont réussi grâce à moi sans vraiment dire ils ont réussi grâce à moi parce qu'en réalité c'est 99%, mais j'ai ma petite part, tu vois, attends, tu vois, Gaël mon fils il fait pas des posts de fou parce que il a appris tout seul. Il fait tout seul ses posts? Ouais, il fait tout seul, beaucoup. Il adore ça. Lui, il est très. Il fait ses trucs. Mais d'ailleurs, plus tu vas taper haut, plus tu te rends compte que les gens, putain, les gens les plus riches, les plus doués, les plus connus, les plus sympas, d'ailleurs, des gens pas du tout connus, putain, c'est des doers, les mecs. C'est quasiment que des doers. Donc, le futur de Ruben Tayeb, c'est d'écrire suffisamment de posts LinkedIn pour donner un maximum de conseils gratuits et activables, de prendre tous ces contenus, de foutre dans un PDF, de vendre un petit bouquin pas très cher pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent démarrer LinkedIn à genre 20 balles, tu vois, de le mettre en physique aussi et de faire une petite campagne presse pour pouvoir aller le diffuser au maximum et communiquer sur le fait que LinkedIn c'est cool et qu'il faut y aller, vu que LinkedIn ne le fait pas. Ensuite, de prendre tout ça et de faire une vidéo avec des fiches techniques pour vendre une formation à genre 200-300 balles, tu vois. Et ça, booster le truc à max sans avoir besoin de closer ou quoi que ce soit, ça doit théoriquement se vendre tout seul sans Pas de call. closer Tu à vois. 300 €. Voilà. Donc ça, c'est bombarder sur de l'ADS à mort et vraiment foncer sur l'acquisition de cette formation parce que je peux la vendre à l'infini, tu vois. Mais mon travail, ça va être de la rendre la plus meilleure possible, tu vois. Et de la mettre à jour aussi, tu vois, parce que le travail de formation en réalité, c'est ça, c'est de mettre à jour toujours. Ensuite, continuer à augmenter les heures de la valeur que j'ai, des heures de coaching en one-one où tu peux me poser toutes tes questions, où je fais un format 30 minutes aujourd'hui qui est à 250 € et un format 1 heure qui est à 450, qui se vend par ailleurs pas tant que ça, hein, tu vois. Sur la semaine dernière, je l'ai vendu une fois, le format 30 minutes. Mais en fait, je m'en fous parce que. C'est quoi, c'est un Ask Me Anything? Ouais, c'est ça. C'est un Better Call. Better Call Ruben. Voilà, Better Call Ruben. Et après, là, un accompagnement où là, je lance 2 promos pour structurer, commencer à vraiment processiser, voir un peu les problématiques, recibler bien, comprendre qui veut participer à ce type de challenge, d'accompagnement, de programme, de bootcamp, appelle-le comme tu veux. Ça dure 6 mois. Je vois chaque personne 1 heure par semaine en individuel, 1 heure en collectif. Et donc, je vendrai ça d'ici 1 an à 4 000 € par mois pour 10 personnes. Point, je les accompagne sur 6 mois et ça s'arrête là, tu vois. Et à côté, je prendrai peut-être une session par an où j'augmenterai à chaque fois le prix.
et mon seul objectif dans tout ça, c'est pas gagner de l'argent. Ça, c'est la conséquence. Mon seul objectif, c'est de dire, tu viens d'arriver sur LinkedIn, le game, il est dur. Il est trop dur. Oublie ce que tu as appris sur TikTok, sur Insta. Oublie tout ça. C'est un monde à part. C'est le plus dur. Tout le monde te dit, tous les créateurs te disent 60 000 abonnés sur LinkedIn. Mais ça, c'est pas 60 000 sur les autres réseaux sociaux. C'est infiniment plus. Et ouais, c'est un délire, comment c'est dire. Et même dans LinkedIn, tous les abonnés ne se valent pas. C'est-à-dire que tu vois, Youssef Koutari, que j'adore. Son contenu, c'est très inspirant. Il a 500 000 abonnés. C'est pas 500 000 abonnés qui ont la même qualité qu'un 70 000 abonnés que j'ai construit en 5 ans, tu vois. Et ça, tu le vois et ça se concrétise par viens, on va dans un événement professionnel, n'importe lequel, et regarde si les gens savent ce que tu fais et quelle valeur ils y apportent, tu vois. S'ils amorcent des discussions avec toi sur ton contenu en disant « Ah bah, t'as fait ça, nanana, trop cool ». S'ils amorcent pas de discussion, pour eux, ils en ont pas retiré suffisamment de valeur. Mais c'est comme toi, s'ils te rencontrent et qu'on a vu tes contenus et qu'on a vu tes podcasts, etc., bah, c'est que ça a beaucoup plus de valeur que si tu partageais des... Bon. Dernière question sur LinkedIn. Bon, voilà. Donc l'objectif, c'est d'aider tous les gens à tu vois, à casser cette putain de barrière qui est la plus dure aujourd'hui des réseaux sociaux pour maîtriser LinkedIn. Dernière question sur vraiment l'univers LinkedIn. Comment tu peux leverager au mieux ce réseau? Tu vois, il y a un truc qui me fascine, c'est que une fois que t'es arrivé à un... Toi Bah, tu me follow. Non, c'est pas ça. C'est... tu vois, quand t'arrives à un niveau minimum d'abonnés, finalement sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres plateformes, c'est... Pourquoi est-ce que ce travail-là, il est aussi chouette? C'est parce que tu peux capitaliser sur ta communauté pendant des années. Toi, aujourd'hui, si tu peux développer de la formation, un e-book qui va se vendre, de la conférence, machin, c'est ni plus ni moins que parce que pendant 1 an et demi, t'as fait le taf, t'es arrivé à des dizaines de milliers d'abonnés, et donc tu t'es construit l'expertise, et des années encore, et t'en as encore pour des années, tu vas continuer à la vendre. Ouais. Et tu vois, et là, c'est pour tout le monde. Il y a des salariés qui me disent « Mais moi, ça n'a aucun intérêt, LinkedIn. » Et en fait... Bah si, parce que si vous avez un réseau, si vous avez une communauté, je vous assure que même dans votre domaine, si vous voulez aller contacter le... Faut pas leur dire, sinon après ils vont... Mais oui, non, mais, en fait, tu vois, c'est... moi, avec ce que j'ai construit dans le podcast, etc., bah ouais, quand je contacte des gens, si aujourd'hui je voulais... Juste après toi, il y a Frédéric Mazzella qui vient. Ouah, incroyable. Cofondateur de Blablacar. Et tu crois que si j'ai pas le podcast et tout, je peux me payer le loisir d'avoir 2 heures de conversation avec Frédéric Mazzella? Tu crois qu'il m'accorde... Son service de com, il aurait même répondu à ça. Mais oui, tu crois qu'il m'accorde 2 heures de son temps, que je peux lui poser mes questions, tu vois? Pas j'écoute une interview où quelqu'un lui a posé ses questions, je lui pose mes questions. Parle avec. Et quand oh là là, j'ai envie de lancer mon podcast. Et quand t'es salarié, ben en fait, ça t'ouvre des portes aussi. C'est tu te fais un réseau, alors dans ton entreprise, mais tu te fais un réseau en dehors, c'est-à-dire bah telle personne que tu cherches pour avoir des contacts dans ton domaine, je sais pas, j'en sais rien, tu fais de la logistique ou tu fais de la distribution, tu voudrais référencer telle nouvelle marque dans ton truc ou tu veux te faire référencer par Monoprix, etc. Mais en fait, tu viens de lancer ta marque, mais tu as des dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram avec ton produit ou j'en sais rien. T'es pas la même personne que si t'es le nobody. Ah bah je lance mon truc, je lance mon nouveau t-shirt avec des impressions, je sais pas quoi. Tu seras toujours moins un nobody pour l'interlocuteur avec qui tu veux parler et ça t'ouvrira toujours plus de portes, que tu sois salarié ou pas, d'avoir un putain de réseau, LinkedIn ou autre d'ailleurs. Et moi je trouve ça incroyable parce qu'on sous-estime la valeur de ce que c'est de vraiment faire ce travail, de créer une communauté. Et ok, c'est utile pour les entrepreneurs, on comprend assez facilement pourquoi. Mais honnêtement, c'est utile pour... Alors moi, je trouve que c'est utile pour tout le monde. C'est le complexe du chevalier. C'est quoi ça, le complexe du chevalier? Bon, j'essaye de mettre des mots sur des trucs, mais moi, ce que je remarque par rapport aux salariés, c'est qu'ils ont un énorme complexe qui s'appelle le complexe du chevalier. Ils veulent défendre leur paroisse, alors que l'époque médiévale, elle est finie. Et donc, le vrai sujet, c'est que si tu veux réussir sur LinkedIn, à contrario d'Instagram, il faut que tu fasses gagner du temps à ton prospect. Alors que sur Instagram, sur la totalité des personnes, ils sont venus là perdre du temps. Je grossis le trait volontairement. Mais c'est à peu près ça. Ouais. Tu veux être diverti. Tu viens gagner du temps sur LinkedIn. Tu viens gagner de l'expertise sur d'autres réseaux sociaux. Bah oui.
tu viens gagner de l'argent en fait sur LinkedIn. Tu viens prendre de l'information qui va te servir dans une discussion, à apporter des éléments. C'est tout le sujet de mes clientes où en fait je veux que tous les sujets ou tous les éléments qui sont venus à cette table soient repris, tu vois, dans d'autres dîners parce que les gens passaient du temps. Ils ont gagné du temps. Pourquoi? Parce que ça va faire une belle image, parce que la personne l'a trouvé intéressante, parce que le discours était intéressant. Et donc, in fine, ça peut conduire à des, je sais pas, des deals, tu vois, intéressants avec le prospect que tu as en face de toi. Ensuite, tu as le deuxième sujet qui est vraiment attrait à, à la façon de faire. Je me perds dans mes explications. Bon, Chevalier. Donc, le truc qu'il faut comprendre sur LinkedIn, c'est que oui, tu fais gagner du temps. Donc, tu fais gagner du temps en apportant des discours, des éléments de discours. Tu fais gagner du temps en apportant des méthodes, des outils, des façons de faire. Autrement dit, tu fais du contenu qui est le meilleur contenu possible pour que la personne en face de toi, elle se serve des meilleures possibilités pour atteindre ses objectifs. Pas qu'elle achète ton produit. Or, quand tu es salarié, ton seul objectif, c'est de défendre ta paroisse. Ton seul objectif, c'est que tu travailles pour une boîte et il faut faire grossir la boîte. Ce que tu comprends pas, c'est que faire réussir ton client a plus de valeur, que ce soit pour ta boîte, dans la compréhension que ton offre, c'est pas la meilleure du marché et qu'il va falloir pivoter, ou que ton produit, il a un problème là, et qu'en fait, désolé, mais il faut commencer à investir là-dedans, ou que ce soit dans la compréhension de toi-même, c'est que tu vends de la merde, en fait, et donc les personnes, ils en veulent pas, point. Donc c'est aussi pour ça que des fois, tu n'y arrives pas. Et donc, en fait, au lieu d'aller vers ma solution, elle est la meilleure, c'est plutôt, viens, t'aides à trouver la meilleure solution par rapport à ta phase de business, à ton business, etc. Et ça va bâtir une espèce de légitimité, crédibilité, tu vois, une autorité sur un sujet donné auprès d'une cible précise qui potentiellement est la cible de ton service ou de ton produit, qui va t'amener à vendre le plus de fois possible, en fonction de ta notoriété, le produit que tu es en train de défendre. Et donc toi, tu es comme un chevalier, la guerre est finie. Là aujourd'hui, il faut rentrer dans la pédagogie, il faut rentrer dans la diplomatie, et en fait, le principal intérêt que tu as, c'est à aider ton prospect et à le connaître le plus possible. Le problème, c'est que, donc, si je rends la chose concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis, par exemple, expert expert comptable. Je travaille dans un logiciel d'expertise comptable. Il faut que je close un maximum d'entrepreneurs. Je suis sur LinkedIn. Je fais de la pub pour mon produit en disant c'est le meilleur. Je vais voir des mecs, je les appelle, je leur dis regardez, c'est le meilleur. Non. Déjà, avant d'avoir besoin d'un expert comptable, faut que tu aies une boîte. Tu vois, on est en 2024 et il y a encore des gens qui disent nous avons participé à ce super salon mais même moi, il y a des invités. Oui, honnêtement, il y en a tellement qui le font. Les invités qui disent j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invité par. Tuez-moi. 80%. Je me dis, quand ils font ça, des fois, j'ai même pas envie de liker leur post parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais en plus, ça part d'une bonne intention. Et moi, je suis contente parce que dans l'absolu, entre faire ça et ne rien faire, vaut mieux le faire. Mais ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Et je pense que c'est ça que tu dis quand c'est moi, j'ai eu l'honneur. Merci à telle personne de m'avoir invité. Tu parles de toi. Voilà. Ou t'es trop vague, tu parles de tout le monde. En fait, il faut que tu parles que d'une personne. Et donc, le contenu d'un salarié, il doit viser à apporter et à le positionner comme le plus expert de son sujet, le plus ayant le plus d'autorité possible. Le problème, c'est qu'ils font pas ça. Parce que même si concrètement, ça veut dire lister tous les meilleurs outils qu'eux, ils utilisent en réalité, lister tous les meilleurs services qui sont probablement concurrents, lister tous les meilleurs experts qui sont aussi probablement concurrents parce qu'ils n'ont plus besoin d'eux une fois qu'ils les suivent, lister toutes les meilleures vidéos YouTube qui vont leur permettre de faire ça. Bon, parce qu'en fait, faire ça, ça pose plein de problèmes au niveau de ta direction. Tes chiffres, ils sont en baisse, parce que tu as passé beaucoup de temps sur LinkedIn et que quand tu es commercial, par exemple, tu ne peux pas venir communiquer sur LinkedIn pour une simple et bonne raison, c'est qu'il te faudrait tellement de temps avant de commencer à actionner le levier revenu, même s'il est exponentiel. Parce qu'en réalité, ce mec-là, si c'est expert, tu vois, tu prends un mec, le plus gros mec là-dessus, c'est Eliad Samoun. Eliad Samoun, avant que son boss, il fait du M&A, du acquisition, et il a démarré LinkedIn en donnant des conseils activables à côté de son taf. Tous ces contenus, il a commencé à faire des fiches techniques, des anti-sèches. Un peu le même contenu que je fais d'ailleurs. Moi, mon inspiration, c'est vraiment Eliad,
Et ce monde-là de M&A qui a commencé à faire vivre, tu vois, un nouveau type de contenu qui ont été les anti-sèches, les fiches que tu faisais pour réviser tes contrôles au lycée. Et il l'a fait à côté de son table. Et il me racontait. Il me disait, mais mec, je fais ça le soir, pendant 3 heures, le week-end, ma femme, elle n'en peut plus, c'est horrible. Enfin, et j'ai commencé à le faire, j'ai capté le temps que ça demande. J'ai capté aussi pourquoi il le faisait le soir après le boulot, parce qu'il voulait garder son efficacité pendant ses heures de travail, tu vois. Aujourd'hui, il a une communauté de 60 000 personnes et il a créé The House of the Leader, qui est un des événements pour les experts du M&A leader en France. Il rassemble plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Et des mecs, t'as pas idée les profils que c'est qui sont déments. Tu retombes sur la même chose, c'est-à-dire que c'est... Oui, ça pose des problèmes de qu'est-ce que je dis par rapport à mon employeur. Oui, ça pose des problèmes 100%. de est-ce que je fais ça sur mon temps de travail, oui ou non. Mais quand tu le fais et que tu es bon là-dedans, ben en fait, tu vois, tu crées des nouvelles 100%. opportunités. Ton employeur, éventuellement, s'il est bienveillant, il peut te détecter pour te dire bah, tu nous montes un projet en interne, on te rémunère en plus pour faire ça. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. L'impulsion, elle doit venir du manager. En fait, ce que les salariés, ils ont compris. Hein. Mais elle viendra pas du manager. Non, tous les salariés n'ont pas compris, mais elle viendra pas du manager parce que pour la grande majorité, ça représente un défocus de X ou Y. Puis il y a cette idée de ah non, on va quand même pas partager nos chiffres. Enfin, c'est quand même un réseau qui mise un peu sur la transparence, même beaucoup sur la transparence. En tout cas, les gens recherchent ça. C'est compliqué. Tu vois, moi, dans mon domaine, dans les finances personnelles, personne qui travaille en banque va aller parler des produits d'épargne dans une autre manière que pour vendre. Ah, notre nouveau produit est sorti. Mais en fait, parce que ils sont claqués, leurs produits. Ils savent très bien que c'est pas les meilleurs du marché. Ils vont se faire défoncer s'ils font ça. Donc... Bon, ok, ça veut dire que pour évangéliser le marché, il faut que je prenne 10 salariés et que je montre à toutes les boîtes que ces 10 salariés peuvent venir dominer Mais leur voilà quelque sujet. chose que tu peux faire. C'est pas mal, ça. C'est le playbook de... Ouais. Le playbook, tu vois, que tu vas vendre aux managers ou aux décisionnaires de comment est-ce que vous pouvez transformer vos... En leader d'opinion. Voilà. Vos salariés en leader d'opinion avec toutes les contraintes qui sont posées par l'environnement professionnel, éventuellement 100%. De la multinationale. T'as raison. Bon. C'est pas mal. Ça a sorti cette idée. On a quand même pas beaucoup parlé d'argent, mais alors là, on va quand même prendre les dernières minutes pour parler un petit peu d'argent, mais pas d'argent de l'entrepreneur. Tout l'argent que t'as gagné, là, les 15-20 000 balles par mois, t'en as fait quoi? En vrai, déjà, c'est hyper fluctuant. Donc moi, quand je dis 15-20 000 balles par mois, c'est pas sur toute l'année, à 12 mois de l'année. Il y a eu des moments où je pouvais même pas me payer, tu vois, sur les 3 derniers mois, je me suis rien payé parce que j'étais focus sur un autre projet qui a pas rapporté d'argent et où j'avais plus d'activité sur ça. Il y a eu des moments où l'année dernière, où j'ai fait 180 000 balles en 3 mois, tu vois, d'activité parce que c'était de l'influence, mais qui en résulte de... Qu'est-ce que je fais de cette oseille aujourd'hui? Bah là, j'ai rendez-vous à la banque samedi et puis on achète la résidence principale. Cash? Bah non, on prend un petit crédit, mais on a déjà un appart qu'on va vendre, et puis voilà. L'investissement, j'ai investi dans des petites boîtes, sympa, je mets des petits tickets. Nuta, Full & Rich. Private equity? Ouais, pur. En direct, tu l'as fait ou via... Ouais, direct. Non. Je connais mon marché, je connais les process, je connais les fondateurs. J'ai trop vu de choses pour te dire j'y crois ou j'y crois pas, tu vois. Et puis surtout, Jérémy Lacouel ou André Ben Saïd, s'ils y vont pas, j'y vais pas. J'y vais pas. Donc il y a aussi ça qui vient jouer. J'ai un positionnement très cool, c'est que je peux pas investir beaucoup pour plus de parts parce que en fait advisor. Donc ça c'est sympa. J'ai investi là-dedans. J'ai investi dans quoi d'autre? J'ai mon petit portefeuille de Bitcoin. Putain, j'espère qu'il va remonter. Où là j'ai pas beaucoup, j'ai 20 000 balles, tu vois, dessus. Et j'attends que ça remonte. Je dépense beaucoup d'argent. Bah tu dépenses dans quoi? Des vacances par tous les 2-3 mois, ouais, 2 mois. On se pète des pètes de vacances à chaque fois. Tu vois, on était à New York. Donc des grosses tétées. Là, on passe aux Canaries. Ouais, une semaine. Une semaine à New York, c'est combien? C'est horriblement cher. C'est horriblement cher. Avec les billets d'avion? Ouais. Vous avez payé ça combien? Je pense qu'on dépasse les 10 000, toi. On a fait beaucoup de courses là-bas et tout, tu vois. À 2. Ok, d'accord, je m'attendais à plus du coup. 2 000 à 2, une semaine à... 10 000 à 2. Ouais. Ouais, okay. Franchement, une semaine, on n'a pas fait des trucs de fou, tu vois. On a pris un hôtel à 350 €, on a acheté beaucoup de vêtements, on a fait des restos. Des restos, c'est 100 balles. Bah, franchement, moi, je trouve ça encore beaucoup, tu vois. Je trouve ça beaucoup. Bon, voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi à l'hôtel?
On peut arriver à ce niveau-là aussi, effectivement. En fait, on revient à ce que tu J'ai décrivais pas tout à l'impression de gagner l'heure. beaucoup d'argent. C'est-à-dire, Tiens. c'est marrant ça. Si, une nouvelle. Déjà, on a un appart on loue un appart en ce moment, donc ça aussi, ça part. Tu vois, 1600 balles tous les mois, le loyer. Hein? Je sais pas, vous avez un enfant. Ouais, mais t'es pas à Paris, quoi. Tu vois, Ah, vous êtes où? on est à Nogent-sur-Marne. Ok. C'est pas non plus bien, hein. C'est pas non plus la folie. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est la conclusion, c'est que vous regardez pas ce qui On a une part. femme de et, ménage, on a une nounou privée. Enfin, mais tu vois, c'est ça. On disait tout à l'heure les revenus. Il faut que tu arrives à ce point-là où tu ne regardes plus ton compte. C'est dément. C'est quoi, il y a des fois, on est avec ma femme, on me dit, oh là là, je n'ose pas regarder, ça fait 2 mois. C'est normal, ça. Moi, quand j'avais pas tout ça, c'était tous les jours. Hein, parce qu'il n'y a pas 1 euro qui est rentré ou 1 euro qui est sorti, tu vois. Là, c'est dément. Mais c'est genre, ce que ça t'apporte de plus regarder ton compte, c'est démentiel. La seule question qu'on se pose pour regarder le compte, c'est éventuellement où est-ce qu'on part pour les vacances. Tu vois. C'est juste ça. Et là, on regarde est-ce que oui, on le fait ou pas. Tu vois. C'est dément. La décision d'acheter la maison, là, c'était un peu coup de cœur, très coup de cœur, complètement coup de cœur. Non, ça fait des années qu'on veut le faire. C'est juste que j'ai pas 3 bilans. Donc en fait, crise plus 3 bilans, tu vois. Ok. Et Mais le choix, le budget, tu vois, c'était quelque chose qui était hyper raisonné. C'est quelque chose qui était. Bah, nous, Enfin, la je vois à banque, ta elle nous tête a que, dit non, mais il y a madame, tu vois, faut respecter les choix aussi. Et je pense que c'est des choix qui sont beaucoup plus. Comment dire C'est des choix qui sont beaucoup plus sérieux que les miens, tu vois. Mais moi, la banque, elle nous a dit on vous suit jusqu'à 2 millions. Moi, ma femme, elle a dit non, on va Ce sera jamais taper un. le million, tu vois. Non, même pas, tu vois. C'est Ok. une maison qui vaut rien, tu vois. Et elle a raison. Elle est prudente, tu vois. Elle voit pas la chose comme moi je le vois. Je pense que c'est ça aussi qui m'a canalisé et qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Mais moi, ça aurait été moi, j'aurais pris une baraque à 2 millions, tu vois. Hmm. Tu vois, donc on revient à c'est quoi la relation à l'argent? Bah, c'est. Le risque. Ouais, c'est une Dépense. forme de Kiff. risque, c'est le kiff. Ah ouais. C'est aujourd'hui que ça se joue, c'est maintenant. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est quand tu parles à des entrepreneurs, je pense que le salarié se rend pas compte parce que le salarié, il attend d'avoir les revenus suffisants pour pouvoir emprunter. Mais l'entrepreneur, si t'as pas les 3 ans. Alors oui, tu peux t'arranger, c'est ça. Bon, bah moi, j'ai pas pu, ok. Je suis allé voir tout, j'ai exploré toutes les possibilités, j'ai pas pu m'arranger. Par contre, le jour où on te remet, genre, cette 3e année, cette palme, cette liasse fiscale, ce bilan, tu passes d'un non, ouais, c'est bon, super. Alors, ça dépend ce qu'il y a sur ton bilan. Mais effectivement. Franchement, oui, ça dépend de ton bilan. Et en plus, quand tu es entrepreneur avec une société, tu peux aussi lever des fonds sur ta société. Donc, tu as un double effet qui se coule. Tu as des revenus, tu as ce que tu te verses, tu peux emprunter à titre personnel et ta société elle peut emprunter, y compris pour de l'immobilier. Donc, tu peux te double endetter. Et là, les règles d'emprunt, les règles sur ta boîte, Ah ouais. pas les mêmes. Ouais. Donc là, Mais ça, faut des tu fonds peux propres. jouer Non, pour ça, faut beaucoup de jouer fonds un propres. autre jeu. Bah, c'est toujours la même chose, surtout en ce moment. Oui, tu as besoin de fonds propres. Non, mais pas, je veux dire, sur la ligne fonds propres, parce que ouais. Ça, c'est un truc que j'avais pas capté. Alors oui, si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires mais que ton résultat est dégueulasse et puis le peu que tu as en résultat, tu t'es versé la totalité en dividendes, tu auras du mal à emprunter. Bah, mais tu vas apprendre le jeu de j'avais pas l'argent. compris, putain. Je t'expliquerai. Ça, la dernière fois, j'ai fait trop bien, des aides publiques de l'État. Bah, allons-y. Alors non, en fait, parce qu'il faut que tu vois, là, ce que tu as mis en charge pendant des années, là, que tu le mettes en PDF. Ça permet de prendre plus d'oseille. Ça, tu le sais pas. Tu sais pas jouer avec les crédits, tu sais pas jouer avec les leviers au début. Tu Mais vois, ça t'apprends tout ça. Et ça, c'est tellement des leviers d'enrichissement aussi, plutôt que de travailler, de générer du cash tout le temps. Ouais. Ce sera un autre. Non, Ruben, okay. Non. Ce sera un autre épisode. Moi, mon goal, c'est que ma boîte, il n'y ait plus d'activité. Et qu'elle travaille toute seule avec l'argent. On peut en discuter. Mais ce sera encore une fois une autre discussion. Okay. Je te remercie beaucoup, Ruben. On a bien compris qu'on se retrouve sur, LinkedIn. C'est Ruben Taïeb, T-A-I-E-B. Et il répond à tout le monde. Je crois même qu'il y a ton numéro de téléphone sur le. Directement. Voilà. Donc, contactez-le. Tu aimes ça. Ouais. Et merci beaucoup. Et surtout, allez liker, commenter, repartager et 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. C'est hyper important pour aller. Pour elle. Merci. Je t'en prie.